être réunis depuis ce matin, 6 heures, de Singapour à New York et ici ce soir à Paris pour cette belle soirée de la clôture de l'ESSEC Alumni Day. Je rappelle l'objectif de cette soirée qui est extrêmement importante. On a surtout envie d'avoir une discussion honnête, safe, très important, sur les sujets de diversité et d'inclusion dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, un monde où nous passons beaucoup de temps. C'est intéressant de voir la salle qui acquiesce. Alors ce soir, avec vous, étudiants, managers, dirigeants, entrepreneurs, CEO, il est important que nous puissions ensemble construire ce monde du travail, ce monde où, je viens de le dire, nous passons beaucoup de temps. En tant qu'anciens, justement, étudiants de l'ESSEC, il est important que nous puissions essayer de mettre en place, d'avoir cette discussion collective pour réfléchir à quelle stratégie nous allons pouvoir mettre en place pour co-construire, construire ensemble. Il n'y a pas à le faire seul dans son coin. C'est OK de ne pas savoir par où commencer, c'est OK de ne pas avoir les moyens. Ce sont des phrases qui reviennent assez régulièrement quand on aborde ces sujets-là. Mais ce qui est très important aujourd'hui et ce qu'on a vraiment envie qui ressort de cette soirée, c'est que chacun, à la fin, puisse lui dire « Ok, j'ai appris quelque chose et qui que je sois, en tout cas, j'ai une responsabilité, je peux apporter quelque chose, je n'ai pas besoin de tout savoir, je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir le budget de l'année, je peux déjà porter une première brique pour construire le monde dans lequel j'évolue. » Donc pour commencer la soirée, je suis très fière de pouvoir accueillir Stéphanie Chaussermoz, qui est directrice générale de l'ESSEC Alumni. Merci beaucoup Fabiola. Je suis vraiment ravie et très émue de vous voir tous ici ce soir. Donc, chers diplômés, chers étudiants, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur, cher Vincenzo, et puis cher Président. C'est donc une première ce soir et toute la journée. C'était donc l'ESSEC Alumni Day. Une journée pour se retrouver, se réunir, nous, donc les 60 000 ESSEC partout dans le monde, à travers nos 200 communautés. C'est aussi une journée de plaisir à échanger, avec notamment les networking internationaux en ligne, qui ont été un moment assez incroyable pour ceux qui ont pu le faire. Et puis cette soirée, mais aussi toutes les soirées qui ont lieu en ce moment, un peu partout dans le monde, avec un peu de décalage, mais donc il y a eu effectivement Singapour, Taipei, Johannesburg, Londres, New York, Milan, Lisbonne, bref, il y en a eu une vingtaine, un peu partout dans le monde. Alors avec aussi beaucoup d'étudiants ce soir, d'étudiants ESSEC qui sont venus pour certains de Cergy, donc bienvenue à vous, merci d'être là. Et surtout, n'hésitez pas à aller vers les diplômés pendant la soirée, pendant le cocktail, et vice-versa, bien sûr. Et puis, c'est aussi une journée, une soirée et une journée pour agir ensemble, en tant qu'ESSEC. Alors aujourd'hui, on s'interroge sur le thème essentiel des moyens d'inscrire plus de diversité et d'inclusion en entreprise. Plus largement, c'est le mouvement de la transition environnementale et sociale qui mobilise et qui mobilisera l'énergie de toute notre communauté dans les prochains mois et les prochaines années, très certainement. Donc, je tiens à vous remercier tous d'être présents et de faire que cette journée est un succès. Vous avez été nombreux, presque 1500 inscrits aux quatre coins du monde. Et donc, il y a eu évidemment ces sessions de networking, mais il y a eu aussi des tables rondes, des ateliers, une fresque de la diversité cet après-midi à Paris. Donc, vous savez que la fresque de la diversité a été créée par l'ESSEC. Donc, voilà, on est très fiers d'avoir pu l'organiser avec l'ESSEC. Et puis, bien sûr, donc, des soirées avec des invités d'exception. À Paris ce soir, nous avons donc le plaisir et l'honneur de recevoir une pléiade remarquable d'engagés ESSEC. Alors, Madame la députée Marie-Pierre Ixien ne sera malheureusement pas présente ce soir parce que nous venons d'apprendre qu'elle a le Covid. On lui souhaite donc un prompt rétablissement, mais ce n'est que partie remise puisque elle nous fera le plaisir d'intervenir lors d'un prochain événement. Donc on est ravis de cela.
Donc, le programme, la journaliste donc, Fabiola Dor va rythmer les interventions inspirantes de Jamal O, donc, qui est ESSEC 2013, sur l'inclusion des personnes LGBTQIA+, et l'intersectionnalité. Jamal va nous en parler plus en détail. Antoine Maréchal, ESSEC 2016, responsable des projets digitaux à la Fondation Mosaïque, sur le recrutement dans les quartiers prioritaires. Olivier Arnaud Blanchard, ESSEC 2008, DG et cofondateur de l'Inclusion, sur l'insertion des travailleurs handicapés. Et Fanny Massy, ESSEC 2016, DG de Paris Initiative Impact, sur l'équité et les bourses étudiantes. À l'issue de cette série de talks, Elisabeth Moreno, Executive MBA 2006, ministre de l'égalité et de la diversité 2020-2022, et Clara Chapaz, ESSEC 2012, DG de la French Tech, échangeront toutes les deux pour clore cette session. Puis nous aurons un cocktail dînatoire et networking avec des espaces qui seront dédiés au club ESSEC, donc ici et au-dessus sur la mezzanine. Il y aura donc les clubs Business Angel, droit, entrepreneur, finance, luxe, RH, Sustainable Business, ESSEC Transition Alumni et ESSEC Women Alumni. Et puis des clubs internationaux, Africa in France et China in France, la Fondation ESSEC, qui nous fait le plaisir d'être là également, et le Centre Égalité, Diversité et Inclusion de l'ESSEC, ainsi que 2 associations étudiantes, MELT et Unite. Ces manifestations vont donc, ici ce soir, mais aussi dans le reste du monde, donc, finalement nous rappellent aussi le leadership précurseur de l'ESSEC sur ces thèmes. Vincenzo Vinzi va nous en dire quelques mots dans quelques instants. Et puis, quelque part aussi, ces événements nous permettent de tracer chacun d'entre nous des voies pour emprunter pour relever les grands défis du moment. Et notre président Olivier Cantet nous en dira plus pour clore la soirée. Je tiens à remercier chaleureusement nos 600 bénévoles et notre équipe, en particulier Vérini, qui est au fond. Voilà, sans qui, qui ont rendu cette journée possible. Et puis, surtout, je voulais aussi vous dire que nos bénévoles et nous-mêmes, l'équipe ESSEC Alumni, on est là. On est là pour vous aider dans la suite. En gros, on a fait une enquête, vous savez, au début de l'été sur la transition environnementale et sociale. On a eu 1200 alumni qui ont répondu et on a notamment un chiffre qui nous a marqué, on vous partagera bientôt les résultats, c'est que 82% des alumni pensent que les entreprises doivent se transformer radicalement et seulement 15% pensent que leur entreprise en prend le chemin. Donc aujourd'hui, on se dit que voilà, on a probablement quelque chose à faire tous ensemble pour faire bouger les organisations sur le sujet de la diversité, de l'inclusion, mais aussi sur le sujet environnemental. Et nous, on est là, les bénévoles, nos 600 bénévoles aussi sont là, avec la force de notre réseau, avec l'inspiration et l'expertise de certains alumni, avec une interconnexion facilitée pour toutes ces initiatives. Ensemble, on pourra avancer pour avoir un impact dans ces organisations. En tout cas, c'est l'ambition qu'on s'est donnée et c'est ce que l'ESSEC Alumni Days propose de célébrer cette année. Merci et très bonne soirée. Grand merci Stéphanie pour le programme de la soirée. Maintenant, nous recevons M. Vincenzo Vinzi, qui est le directeur du groupe ESSEC. Bonsoir à toutes et à tous. Déjà une belle performance, tomber dans l'escalier, c'est déjà très bien. Quelle joie et quelle fierté de vous voir toutes et tous réunis si nombreux ce soir ici. D'abord, un grand mot de remerciement. ESSEC Alumni Day, c'est vraiment une très belle démonstration de ce que l'ESSEC aujourd'hui. Une école monde
Stéphanie vous a partagé. On a fait ça sur 3 continents. J'insiste aux racines françaises, à l'accent italien, mais aux racines françaises parce que dans ce sujet, diversité et inclusion, je crois que l'ESSEC et la France, l'Europe en général, on a quelque chose d'apporter aussi assez significatif, de pertinent, de différent par rapport à d'autres régions du monde. Donc ces 2 mots, diversité et inclusion, ce n'est pas nouveau à l'ESSEC. L'ESSEC a une très forte légitimité et crédibilité. Cette année, on fête 20 ans du Centre d'égalité des chances. J'ai vu Chantal tout à l'heure dans la salle, elle doit être, voilà, elle est là, très bien. Donc on fête les 20 ans, donc ça veut dire que ça fait 20 ans que le sujet est ancré dans la culture, dans les valeurs de l'ESSEC. Est-ce qu'on a fait beaucoup? Oui, on a fait beaucoup. Est-ce qu'on a fait assez? Sûrement pas. Sûrement pas parce que les équipes chôment autour de ce sujet, mais parce que le sujet est tellement important, il évolue de manière tellement significative, il y a tellement de nouvelles dimensions que c'est jamais assez ce qu'on fait. C'est ça la question. Et du coup, c'est pour cela que désormais, depuis 2 ans, on a inscrit ce sujet au cœur de la stratégie ESSEC, mais pas comme un sujet isolé, comme un sujet qui est tant au cœur de la stratégie ESSEC, mais aussi lié à une autre dimension, au sein de l'initiative stratégique que nous appelons Together, que j'imagine toutes et tous désormais vous connaissez. On a lié ce sujet à la transition écologique, à l'environnement. Parce que les 2 sujets doivent et vont ensemble et doivent aller ensemble. Il ne faut pas que traiter un sujet nous fasse courir le risque d'oublier l'autre. C'est extrêmement important. Et du coup, beaucoup d'actions. Le temps n'est pas suffisant pour vous raconter toutes les actions que nous avons mises en place, mais 2 éléments. D'abord, le Centre d'égalité des chances vient d'évoluer. Ça s'appelle désormais le Centre Égalité, Diversité, Inclusion, parce qu'il est très bien d'accueillir à l'ESSEC la diversité sous toutes ses formes, j'insiste sous toutes ses formes. Ce qui est encore plus important, c'est de ne pas s'arrêter là. L'inclusion est quand même importante, parce que si on arrive à accueillir, si on ouvre les portes de l'ESSEC à la diversité sous toutes ses formes, mais on garde des groupes différents au sein de l'école, que ce soit au niveau des salariés, des professeurs, des étudiants, des étudiantes, nationaux, internationaux, tout ce que vous voulez, on ne ferait pas du bien. Et du coup, l'inclusion est quand même un élément extrêmement important. Et aussi, c'est très important de vous partager que nos étudiants sont acteurs de ces dispositifs, parce qu'in fine, vous savez, l'école, on y passe un certain nombre d'années dans la vie. Ce sont des années qui marquent, et vous le savez ce que je veux dire, mais in fine, ce qui est très important, c'est d'incarner des valeurs, apprendre des choses, des pratiques, être sensibilisé à un certain nombre de sujets pour in fine rentrer dans le monde professionnel, dans les entreprises, dans les organisations et avoir un impact positif. Et donc, c'est aussi une question de comportement tout au long de la vie. Et du coup, l'autre réalisation, la fresque de la diversité, Stéphanie en parlait un petit peu, c'est un serious game que nous avons développé un petit peu en regardant ce qui était fait dans le contexte de la fresque du climat, sur tous les sujets de la diversité, pour justement sensibiliser, pour faire comprendre que parfois on ne respecte pas la diversité, pas forcément parce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on a des biais cognitifs, des biais sociaux, des biais culturels, et ça, il faut l'éviter. Donc il faut que les étudiants puissent prendre conscience de tout cela. Et le succès de cette fresque est aussi que nous arrivons à les s'aimer ailleurs, dans beaucoup d'autres institutions, universités, écoles, entreprises. C'est vraiment extrêmement quelque chose de très important et ancré tant dans nos valeurs que dans notre stratégie. Comme je disais, ça ne suffit jamais, il faut continuer. Et l'autre élément, c'est qu'il faut accélérer. J'insiste sur ce mot parce qu'on parle de ces sujets depuis un certain nombre d'années. On fait des choses depuis un certain nombre d'années, mais on a besoin d'accélérer. Quand je dis on, c'est aussi l'ESSEC, mais en général dans la société. J'ai parlé avec Madame la ministre, chère Elisabeth, dans un autre contexte, et ça fait 50 ans qu'il y a une loi sur l'égalité salariale dans le contexte professionnel. 50 ans, 5-0, pas 5 jours, pas 5 semaines. Mais les résultats sont encore moindres par rapport à ce dont on a besoin. Donc, il y a un vrai besoin d'accélérer sur tous ces sujets. Et on ne peut pas le faire seul. Donc, vous, qui êtes des acteurs au sein du monde professionnel, que ce soit organisation, entreprise, for-profit, non-for-profit, en France, à l'international, il faut que vous incarnez les valeurs de l'ESSEC, vous portez la marque de l'école, pas du point de vue de la publicité, mais du point de vue de l'exemplarité. Nous y tenons beaucoup. C'est grâce à vous que l'ESSEC peut être encore plus grande, se développer encore plus et avoir, in fine, c'est ça qui me donne la force de me réveiller chaque matin, avoir un impact positif dans la société. Ce n'est pas de former les gens ne les forment pas.
Les gens se forment et se transforment à l'ESSEC, c'est très différent. Ce sont des acteurs de leur scolarité. L'ESSEC, via les personnes qui se forment et se transforment à l'ESSEC, via les cadres dirigeants qui se forment et se transforment en formation continue, via les entreprises 76 qui sont partenaires de 26 chaires à l'ESSEC, on n'a jamais eu autant, les 7 dernières sur justement les sujets d'entreprise et bien commun, de diversité, transition écologique, économie circulaire, etc. Toute cette communauté se forme et se transforme à l'ESSEC pour, in fine, avoir un vrai impact positif dans la société. Portez les couleurs de l'ESSEC haut et aidez-nous. Et bien évidemment, on compte sur vous, même quand il s'agit de répondre aux enquêtes des rankings. Merci beaucoup. Un grand merci, Monsieur Vanchi, pour ces éléments hyper concrets. Et je pense que, comme chacun des participants, nous sommes ici très fiers d'être des acteurs de la diversité et, en tout cas, d'accompagner l'ESSEC vers cette démarche. Je vous propose de continuer la soirée avec une partie qui, moi, en tout cas, pour la préparer, j'ai trouvé extrêmement touchante. J'ai eu l'occasion déjà de pouvoir échanger avec 4 alumni de l'ESSEC qui vont pouvoir nous partager, chacun tous très inspirants, ils pourront nous partager leurs réussites, leurs difficultés, mais surtout leurs astuces pour pouvoir trouver leur place, pour pouvoir grandir dans ce monde de l'entreprise. Très rapidement, je vais inviter Jamal O à me rejoindre. Jamal qui pourra nous parler, qui est un ancien étudiant de l'ESSEC, qui pourra nous parler justement d'intersectionnalité et surtout de la nuance. Quand j'ai échangé avec Jamal, il m'a rappelé, en fait, moi, la chose la plus importante pour moi, c'est cette notion de nuance dans le monde de l'entreprise. Wow. Merci beaucoup. Bonsoir, salam, niman hao. Alors moi, j'ai toujours eu le cul entre deux chaises, entre la France et le Maroc, entre la France qui m'aime et la France qui m'aime pas, entre le Maroc que j'aime et le Maroc qui trouve que je ne ressemble pas trop, entre ce qu'on appelle l'Occident et ce qu'on appelle l'Afrique. Et j'ai toujours eu aussi le cul entre deux chaises en réfléchissant à ma place dans l'entreprise, bien sûr, entre révéler qui j'étais ou passer pour la majorité. Et c'est très difficile puisque c'est là où les discriminations peuvent se passer. Quand on est au confluent de plusieurs identités discriminatoires, comme être arabe et être musulman par exemple, c'est risqué. On m'a déjà dit tout simplement que je devais raser ma barbe de 3 jours parce que je risquais de faire peur à un client. On m'a déjà, pendant Ramadan, pendant le déjeuner, fait passer des burgers sous mon nez en me disant que je ratais grand-chose. Et j'en passe évidemment, j'ai une liste pour vous si on a toute la soirée. Ce qui est sûr, c'est qu'avoir le cul entre plusieurs chaises, c'est pas seulement difficile, c'est que souvent les chaises sont musicales, elles se déplacent toutes seules. Et parfois, il n'y a même pas de chaise à la table, parce qu'on ne nous y invite pas. On ne nous y invite pas. C'est pourquoi moi, personnellement, j'ai voulu agir. J'ai en fait été très tôt engagé dans la cause des minorités, dans les causes féministes. J'ai abandonné mes zones de confort et ma carrière naissante dans les agences de publicité pour devenir réalisateur de films et scénariste, pour écrire des films qui ont un impact social. J'ai aussi approfondi mes connaissances avec des lectures d'ouvrages nombreux sur le genre, la sexualité, la religion et d'autres choses qui en fait m'ont consolidé un savoir très précieux et qui m'ont permis de créer un podcast qui s'appelle Jeans, qui est le premier podcast sur la sexualité des personnes arabes et ou musulmanes de France et d'ailleurs. Et j'ai fait ça parce qu'il semblait justement, comme disait Fabiola justement, il était urgent pour moi de faire l'éloge de la nuance, parce qu'on en a besoin. On a besoin de nuances dans notre société, parce que les discours s'extrémisent, parce que ça se polarise, parce qu'il est urgent aussi de démontrer qu'il y a des identités complexes qui peuvent vivre et co-vivre en société, qui sont ici présents parmi nous, qui sont dans la rue, qui sont dans les classes de l'ESSEC, qui sont dans nos lits, qui sont partout, au cinéma aussi, mais qui sont aussi dans nos open space. Et c'est là où je veux en venir aujourd'hui. C'est que vous savez très bien que les discriminations, elles font système. Elles se retrouvent dans tous les substrats de la société, dans les institutions aussi, bien sûr. C'est ce qu'on appelle cette problématique systémique. Vous faites partie des entreprises aussi. Parfois, vous en êtes à la tête, donc vous en êtes responsable.
Alors moi, je prends un exemple aujourd'hui, qui est celui d'être, imaginons qu'être femme, être noire, être lesbienne, ça occasionne 3 discriminations potentielles en entreprise. Mais alors, être une femme noire et lesbienne, ça en engage encore plus. Il y a une haine spécifique à la discrimination ici, une haine spécifique contre cette femme-là, qui est à l'intersection de ces identités-là. Et ça s'appelle l'intersectionnalité. C'est une juriste afro-américaine qui s'appelle Kimberlé Crenshaw, qui en 1989 a démontré justement qu'il y avait une problématique principale au niveau des luttes égalitaires raciales où en fait les femmes n'étaient pas présentes, et une problématique dans l'égalité entre hommes et femmes où les personnes noires n'étaient pas présentes. Et donc ça montre ici, en entreprise par exemple, que toutes les femmes ne sont pas blanches et que tous les noirs ne sont pas des hommes. Et donc il existe des femmes noires en entreprise. Ça c'est l'intersection, ça visibilise les identités qui sont invisibilisées. Et le but de cet outil-là, ici en l'occurrence, c'est de présenter ce qu'on appelle la misogynoire, donc le fait de pouvoir à l'intersection discriminer une personne parce qu'elle est noire et parce qu'elle est femme. L'intersectionnalité, ça permet aussi de conjuguer tous les aspects d'une identité, c'est-à-dire la classe, le genre, le handicap, le neurotype, l'âge et bien d'autres choses. Alors, être une femme noire lesbienne en entreprise, ça donne quoi? En voyage off-site, je vous donne des témoignages, en voyage off-site ou à une pause café, on s'expose à des risques de remarques comme « Ah, mais ça doit être très très dur d'être lesbienne vu d'où tu viens. Tu viens du Cameroun, c'est ça? Ah, du Sénégal. Ah, je confonds toujours. » Ça doit être très dur aussi parce que quand elle s'expose à des commentaires comme ça, la personne se replie. J'ai déjà eu un témoignage d'une personne qui disait à une personne noire, une femme lesbienne en entreprise, elle lui dit « Ah, mais j'aime tellement tes cheveux comme ça quand ils sont lisses, c'est bien mieux pour chez les clients. » « Ah oui, c'est bien, je peux toucher ?» Ça, c'est problématique. C'est ça aussi, la discrimination en entreprise. Et puis le tabou ultime, évidemment, celui qui va créer un malaise immédiatement dans la salle, celui dont on ne peut pas prononcer le nom, le Voldemort de l'inclusion, c'est la religion. Et pourtant, la religion, tout le monde a plus ou moins une forme de religion de spiritualité, en tout cas une grande majorité, et on vient avec, ça fait partie de l'identité aussi. Maintenant que je suis consultant en diversité et inclusion en entreprise, je commence des workshops en disant « We need to bring our full selves today at work, everyone should do it ». Et en même temps, on me dit « Oui, mais la religion, pas trop ». Et donc du coup, on dit « Bring your full self, but not religious self ». Et pourtant, les microagressions pour cause de religion sont légion. Je connais des femmes qui portent le voile, qui sont brillantes, qui se sont vues refuser un emploi parce qu'on s'intéressait plus à ce qu'elles avaient autour de la tête que dans la tête. On est tous au courant aujourd'hui que la diversité, l'inclusion et la différence est mère de richesse, que ça donne de la performance en entreprise. Les études le montrent depuis 20 ans. Sauf que selon les critères, selon les nouvelles études qu'on a sur les attaques et les discriminations anti-LGBTQI+ en entreprise, on trouve que ça a doublé depuis 5 ans. Il y a 3 personnes sur 10 qui sont LGBTQI+, et qui en entreprise ont subi une forme d'agression, de discrimination ou d'insulte dans l'année dernière. Si vous n'en croyez pas vos oreilles, vous allez encore écouter ça. 34% des personnes qui sont non LGBTQI+, ont entendu des insultes ou des moqueries à caractère LGBTQI-phobe, mais quand on pose la question aux personnes concernées, il y en a 55%. Ça veut dire qu'il y a un écart de plus de 20 points. Ça veut dire aussi que la perception de la discrimination, de l'offense, de l'insulte, la sensibilité à cette insulte-là est vraiment très différente. Alors beaucoup d'entre vous ici se diront sûrement, on est là dans un safe space, on est d'accord, je suis d'accord pour que cette personne homosexuelle avec moi en entreprise ait les mêmes droits que moi en entreprise. Certes, et pourtant, vous serez surpris qu'il est très probable qu'une fois dans votre vie, en after work, vous ayez proposé à ce stagiaire de boire une bière de plus, parce qu'il n'est pas, je cite, une fiotte. Et puis vous découvrez en fait que ce stagiaire est homosexuel. Et vous dites, oui, mais je ne savais pas, moi, c'était pour rigoler, j'aurais jamais dit ça sinon. Mais précisément, ça ne vous autorise pas à le dire, parce qu'il n'y a pas de cercle dans lequel on peut dire ce genre de choses.
En 2022, juste pour vous prévenir, l'homophobie, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Enfin, 4 personnes sur 10 ont gardé le silence quand elles ont subi une agression à caractère LGBTQIA-phobe de peur de perdre leur emploi, bien sûr. Les personnes trans et non-binaires, évidemment, sont beaucoup plus attaquées. Et en France, seuls 8%, c'est le pire score de toute l'Europe, seuls 8% des personnes LGBTQI+, disent que c'est un avantage en entreprise de faire son coming out. Les personnes ont peur, parce qu'il y a quelque chose d'ordinaire qui se joue dans l'entreprise. Ce qui est certain, c'est que le fait de se révéler entièrement dans sa personne et sereinement en tant que personne LGBTQIA+, ça, c'est un puissant levier d'intégration, puisque ça a des impacts positifs. Typiquement, on sait que 80% des personnes qui sont out en entreprise vont se lier d'amitié avec leurs collègues. Pour celles qui ne sont pas out, c'est 45%. Donc il y a un énorme écart entre les personnes. Donc moi, ma proposition, c'est vraiment de redéfinir le concept d'intégration en France. Rien que ça. Donc non pas comme une assimilation à l'entreprise où tout le monde doit effacer la différence, non pas comme une sorte d'uniformisation de la diversité, mais comme une réelle inclusion qui voit rayonner la différence des personnes dans l'environnement de départ. Et ça demande un sense of belonging, ça demande un sentiment d'appartenance fort à l'entreprise où tout le monde peut être qui il, elle ou elle veut. Il faut donc écouter les personnes concernées, les personnes minorisées en entreprise, il faut les inviter à partager leur vision, ou du moins leur point de vue. Et comme je dis toujours, don't let them come out, invite them in. Ça dépend aussi de vous. Donc il faut se rapprocher de ces personnes-là. Et avant de vous quitter, je voulais, comme ça, balancer quelques initiatives que vous pouvez mettre en place dès demain, si vous le voulez, clés en main, comme par exemple la mise à disposition de toilettes neutres, la mise en avant de rôles modèles LGBTQIA+, en interne en entreprise pour donner de multiples visages à l'entreprise, le fait par exemple de laisser le choix non-binaire sur un formulaire, le fait par exemple de signer vos mails avec des pronoms, le fait par exemple aussi d'autoriser les personnes à avoir une couverture médicale pour le conjoint et ou la conjointe en question, même si elle est une personne de même sexe, etc., etc. Et puis tout simplement, quand vous vous dites « Ah, ça c'est peut-être dans 6 mois, c'est peut-être dans 1 an », il est aussi très crucial, comme disait Fabiola tout à l'heure, de créer des espaces safe, des espaces où on est serein, où les personnes sont sûres que si elles partagent qui elles sont, elles ne seront pas discriminées. Donc il faut créer des lieux d'échange, des petits déjeuners d'équipe, des déjeuners une fois par mois. Et puis tout simplement, faites attention à ce que vous dites, tout simplement. Faites un petit effort, parce que vous verrez, plus les initiatives se multiplient, plus les personnes, les employés LGBTQI+, sont susceptibles d'être out sereinement. Et juste une chose aussi, sachez que les jeunes diplômés LGBTQI+, les personnes queer en général, elles vérifient les politiques de diversité et d'inclusion en entreprise avant de pouvoir finaliser leur contrat. Donc c'est un fait que sur le lieu de travail, on parle de nos vies personnelles. C'est un fait parce qu'on passe un tiers de notre vie à travailler au moins, à part pour les fainéants. Et l'entreprise, elle n'a pas à nous demander de choisir entre le fait d'être une femme lesbienne, être une femme noire, être une femme. Elle ne peut pas nous demander de choisir entre nos identités. Ça, c'est impossible, puisque nous sommes ces identités-là. Et en tant que personne dirigeante et dirigeante, en tant que personne manageuse, manager, ici présente, j'en suis sûr, ou dans le futur, il faudra veiller à faire accepter la singularité de chaque personne. Parce que c'est ça la diversité, c'est ça la réelle inclusion. Et vous verrez, c'est ça la réelle performance. Alors un dernier mot, tâchons ensemble d'assurer une chaise pour chaque cul, aussi intersectionnel soit-il, et invitons toutes les chaises à la table. Merci. Un grand merci Jamal pour ton intervention et cet échange très franc. Je me permets des libertés, je trouve hyper intéressant et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, chaque fois qu'on demande de passer à l'action et qu'on parle de l'entreprise en France, on parle en anglais « don't do that, do that, don't do that, do that ». Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, comme si on se mettait un peu en retrait. Les Anglais disent ça, donc on va faire ça et je trouve ça extrêmement intéressant. Voilà, c'est tout. On va continuer la soirée avec Antoine. Antoine qui va nous parler de légitimité. Antoine qui va nous raconter un peu comment lui, même si a priori, si on regarde ton faciès, hein, tu ne serais pas concerné. Et il s'est dit non, moi j'ai la possibilité, j'ai les compétences pour, et j'ai envie de porter ma pierre à l'édifice. Antoine.
Alors Fabiola, elle a dit beaucoup de choses, mais je vais essayer de rajouter des choses. Bonjour à tous, déjà bravo à tous d'être venus aujourd'hui, bravo à l'ESSEC d'organiser un événement sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, parce qu'il n'y a pas toutes les écoles qui le font, et ça prouve l'engagement de l'ESSEC sur le sujet, et votre engagement, votre intérêt à tous sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion. Et je voulais remercier l'ESSEC de m'avoir donné la parole pour en parler, et je vais vous avouer que je me suis posé la question de la prendre, cette parole, exactement pour ce que Fabiola vient de dire. En fait, en échangeant avec l'ESSEC, je me suis dit, peut-être que ce n'est pas à moi de la prendre, cette parole sur l'intégration de la diversité sociale, de l'inclusion des personnes issues des quartiers dans l'entreprise. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit que depuis 5 ans, j'œuvrais en faveur de cette diversité sociale grâce à la Fondation Mosaïque et que c'était peut-être ça dont j'allais vous parler, c'était mon engagement, les actions que j'avais mises en place pour vous donner, vous aussi, envie, si vous ne l'avez pas déjà fait, de mettre en place des actions dans vos organisations. Alors, je vais revenir sur mon parcours. Donc, je m'appelle Antoine Maréchal. Je viens de Bois d'Arcy, en fait, dans la banlieue parisienne, pile à mi-route entre Versailles et Trappes, ce qui fait que très tôt, j'ai côtoyé une grande diversité de milieux sociaux. Et en fait, tout jeune, en travaillant ce discours, je me suis rendu compte que tout jeune, je n'avais pas du tout conscience de la diversité que je fréquentais. Il y avait d'autres couleurs de peau, d'autres religions, d'autres milieux socioculturels moins privilégiés que le mien peut-être, et j'en avais pas du tout conscience. Pour moi, il y avait juste des personnes qui étaient plus ou moins intéressantes, intelligentes, et ça n'avait aucune relation avec leur appartenance à une diversité ou non. Et en fait, c'est dans mon parcours scolaire que j'ai découvert ce qu'était la diversité, parce que je me suis rendu compte que plus j'avançais dans mon parcours scolaire, moins je la voyais, cette diversité. Puis, donc déjà, quand je suis arrivé en prépa à Versailles, on va dire qu'il y a eu un gros gap. Ensuite, désolé pour Versailles s'il y a des gens qui... Mais ensuite, quand je suis arrivé à l'ESSEC, il y a encore eu moins de diversité. Quand je suis arrivé dans les grandes entreprises, il y en avait moins. Aujourd'hui, je travaille avec des niveaux de direction dans les entreprises et j'en vois toujours moins. Et donc, c'est intéressant de voir déjà qu'on est confronté à un tamis social petit à petit où on grimpe dans la scolarité et dans les grandes entreprises et à certains niveaux de responsabilité. Et en même temps, j'entendais des discours parmi mes amis de l'ESSEC ou parmi d'autres amis de grande école de personnes qui n'avaient pas du tout conscience de cette problématique et qui pensaient qu'ils étaient qu'ils avaient mérité leur place dans cette école, dans cette entreprise, à ce poste, à ce niveau de salaire, et qui pensaient que c'était dû à leurs compétences et pas du tout qu'il y avait un mécanisme qui était biaisé dans la méritocratie à la française. Et moi, ça me révoltait d'entendre ça parce que j'avais connu des personnes qui avaient toutes leurs chances, qui étaient sans doute plus intelligentes que moi, qui avaient des meilleurs résultats scolaires, des mécanismes qui fonctionnaient mieux et qui n'avaient pas pu s'intégrer dans les grandes écoles, pas pu s'intégrer dans les grandes entreprises par autocensure, parce que des parents leur disaient qu'ils n'auraient pas les moyens de payer telles études, ou parce qu'ils étaient confrontés à des préjugés et des discriminations dans leur parcours. Et donc moi, ça me mettait très en colère d'entendre des discours pas du tout conscients de ce phénomène, voire des discours pleins de préjugés, même au plus haut niveau dans les entreprises. Et du coup, j'avais envie d'œuvrer sur ce sujet. Alors j'ai eu la chance de passer par l'ESSEC, parce que j'ai pu développer des compétences, un réseau à l'ESSEC, que l'ESSEC, on ne le dit pas assez, mais vraiment engagé sur les problématiques sociétales. Donc j'ai pu suivre des cours de l'entrepreneuriat social et solidaire à l'ESSEC. Et j'ai pu aussi m'engager dans le programme Égalité des chances de Chantal, qui est ici présente, vu qu'on l'a dit, je le répète. Et j'ai pu du coup accompagner en tant que mentor des personnes en situation de handicap ou issues des quartiers vers des études supérieures. Et en fait, j'ai beaucoup pris plaisir là-dedans. Et je me suis dit que toutes les compétences que j'avais eu la chance de pouvoir développer, tout le temps que j'allais avoir à passer dans des entreprises qui ne m'emballaient pas trop au départ, et ben, je voulais le mettre au service d'une cause qui me paraissait juste, comme celle de la diversité et de l'inclusion. Je n'avais pas forcément conscience de ça au début. Puis quand je suis sorti de l'ESSEC, je suis allé à plusieurs événements sur l'entrepreneuriat social et solidaire, et j'ai eu la chance d'entendre Saïd Amouche intervenir sur scène. Alors, je vois des hochements de tête, c'est bien, Saïd Amouche, il est connu. Donc c'est mon patron aujourd'hui. Saïd Amouche, qui est le président fondateur de la Fondation Mosaïque, et qui évoquait le sujet dont j'avais eu l'intuition, ces barrières auxquelles on pouvait être confronté dans ses études supérieures, puis face à un employeur. Il les évoquait en expliquant que c'était une réalité qui était tout à fait statistique. Par exemple, aujourd'hui,
À diplôme égal, on doit envoyer 4 fois plus de CV pour obtenir un entretien en raison de son nom ou de son origine. À diplôme égal, à partir d'un bac plus 2, il y a 3 fois plus de chômage dans les QPV, donc les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et je parle bien de à diplôme et à compétences égales. C'est-à-dire que c'est totalement inexpliqué par des compétences ou un système de mérite. C'est vraiment les inégalités telles qu'elles sont aujourd'hui en France. Et Saïd, il a expliqué aussi tout ce qu'il avait pu mettre en place avec Mosaïque RH, avec la Fondation Mosaïque, notamment des solutions de recrutement pour aider les grandes entreprises à recruter dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, des solutions de formation à la lutte contre les discriminations pour les recruteurs et les managers, des solutions de conseil pour accompagner les entreprises dans leur processus d'inclusion, et même ça c'est pas très connu, mais des outils de mesure et d'audit de la diversité. Oui, parce qu'on peut mesurer en France aussi aujourd'hui la diversité, et c'est hyper important pour commencer à mettre en place des plans d'action et être vraiment sur quelque chose de pragmatique, et pas des simples phrases du type « Ah non, nous, la diversité c'est dans notre ADN depuis toujours », ce qui veut un peu tout et rien dire. Donc il y a des outils de mesure de la diversité qui existent, et du coup j'étais très emballé de découvrir un entrepreneur qui œuvrait sur ce sujet, qui m'avait touché à cœur. Et du coup, j'avais envie de travailler pour lui. Et comme par miracle, le lendemain, je suis tombé sur une offre de chef de projet digital au sein de la Fondation Mosaïque, ce qui correspondait à mes compétences, à ce que j'avais envie de faire et pour la mission à laquelle je voulais participer. Et j'ai postulé, j'ai passé les entretiens. Je suis arrivé en entretien avec Saïd. Et l'entretien s'est très bien passé. Et à la fin, Saïd m'a posé la question: pourquoi tu postules à la Fondation Mosaïque et pas dans une autre entreprise où potentiellement tu gagnerais beaucoup plus et tu aurais une plus grande carrière? Et encore une fois, je me suis posé la question de la légitimité. Je me suis demandé si c'était vraiment ma place de postuler à cette offre en faveur de la diversité sociale et de l'inclusion. Et j'ai répondu ce qui m'est venu spontanément. J'ai dit que c'était simplement un sujet qui m'avait toujours mis en colère, ces discriminations, que la diversité et l'inclusion, c'était des notions qui étaient importantes pour moi, et que là, sur l'instant et pour les prochaines années, j'avais envie de mettre mon énergie et mes compétences au service de ce sujet. Et c'est ça que je voulais évoquer devant vous. Alors, pour vous dire du coup ce que ça a permis de faire, depuis, je pilote les projets digitaux de la Fondation Mosaïque. On a notamment pu mettre en place une plateforme qui s'appelle Mosaïque Talent, qui est gratuite et que vous pouvez utiliser dès demain ou dès ce soir si vous trépignez d'impatience. Et sur cette plateforme, vous pouvez publier des annonces gratuitement, accéder à des shortlists de profils qui correspondent sur la base de leurs compétences grâce à un algorithme de matching. Il y a plein d'outils comme ça, tech, aujourd'hui, qui permettent de faire de l'inclusion. Et cette plateforme, elle a permis d'accompagner 23 000 candidats et de les mettre en relation avec des recruteurs. Donc c'est intéressant de voir que si je n'avais pas eu ce déclic, si je n'avais pas senti cette légitimité à passer à l'action juste parce que c'était un sujet qui me touchait, il n'y aurait pas eu ces 23 000 mises en relation. Et donc c'est vraiment ça que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que peut-être que vous ne vous sentez pas légitime sur le sujet, peut-être que vous ne savez pas par où commencer, mais ce n'est pas grave, parce que ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes là, le sujet vous intéresse, que vous souhaitez vous engager ou que vous êtes déjà engagé en faveur de la diversité et de l'inclusion. Et ce qui tombe bien, c'est que si vous êtes ici, c'est aussi que vous êtes passé par l'ESSEC, donc vous avez un certain niveau de responsabilité, peut-être que vous dirigez votre entreprise, peut-être que vous recrutez, vous managez pour cette entreprise, et à tous ces niveaux, vous pouvez agir sur l'inclusion dans votre entreprise. Et si vous ne savez pas comment faire, il n'y a pas de souci parce qu'on est nombreux à savoir comment faire. Il y a l'ESSEC qui peut vous accompagner, il y a Mosaïque qui peut vous accompagner, il y a Diversity Days pour les startups, il y a plein de structures. En plus, on est dispo pour le petit cocktail après, donc ça peut aller même très très vite. Et ce qui est intéressant, c'est que si chacune et chacun, vous prenez ce sujet, si demain vous allez voir votre DRH et vous lui dites, sans parler d'ADN, on en est où dans l'entreprise sur la diversité et l'inclusion? Est-ce qu'on a mesuré les choses? Est-ce qu'on a mis en place un plan d'action? Sinon, je connais quelqu'un qui est très bien, qui peut nous accompagner là-dessus, et vous parlez d'Antoine Maréchal ou de Saïd Amouche. Et nous, on pourra venir, on a plein d'outils, donc des outils de mesure, des plateformes qui sont gratuites, donc pas d'obstacle, et on pourra vous accompagner. Il y a la fresque de la diversité aussi qui a été évoquée, qui peut éveiller le débat dans votre organisation pour savoir un peu ce que tout le monde pense de la diversité et de l'inclusion et déjà sensibiliser sur ce sujet. Et si chacune et chacun ici, on commence à prendre cette responsabilité dans notre organisation et qu'on rend notre organisation plus inclusive, c'est toute la société qui va devenir inclusive. Voilà, je voulais vous remercier.
Merci Antoine, merci pour ton intervention, merci pour tes tips qui je pense seront hyper utiles pour les DRH, les managers qui sont là. Merci d'être un allié. Je me suis posé une question quand on a préparé l'événement. Est-ce que tout le monde ici est à l'aise, en tout cas ceux qui sont concernés, à se définir comme des alliés? Je pense que c'est une question qui est intéressante et qui me paraît important aussi de nommer les choses. Oui, j'ai quelques mains timides, c'est ok de lever la main et de le dire franchement. Hyper intéressant. Je pense que c'est hyper important quand on veut faire avancer certains sujets, quand on veut faire avancer certaines choses. La première entrée, et ça c'est gratuit, on n'a pas besoin d'avoir de finances, on n'a pas besoin d'attendre telle réponse pour pouvoir simplement commencer à nommer les choses et commencer à se positionner. Et je pense que le fait de simplement accepter de se dire « Ok, je suis un allié », ben, ça permet de rappeler qu'on est tous concernés et qu'on va tous ensemble construire ce monde de l'entreprise dans lequel nous allons tous évoluer. On va continuer avec Fanny Massy. Fanny qui, elle, qui est alumna de l'ESSEC. Fanny qui a été boursière. Et aujourd'hui, Fanny, il y a un truc que je trouve hyper intéressant chez elle, c'est que très vite, elle a compris que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On peut vouloir tout faire sans argent. C'est pas possible. Donc, Fanny, je t'invite à nous rejoindre. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Fanny, j'ai 31 ans, je suis franco-libanaise, ça ne se voit pas tout de suite. Je suis mariée à un Indien, hindou, bref. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Si je suis là, c'est parce que j'ai été boursière de l'ESSEC. Et avoir été boursière, ça a été important, très important pour moi. D'ailleurs, après, j'ai phoné pour la fondation, donc peut-être que j'ai appelé certains d'entre vous pour convaincre de donner pour la bourse ou pour autre chose. Et j'ai eu beaucoup d'amis boursiers aussi à l'ESSEC, peut-être encore plus boursiers que moi. Je ne sais pas si je suis une demi-boursière ou pas. Mais des gens qui, s'ils n'avaient pas eu la bourse, peut-être auraient dû vraiment renoncer à l'ESSEC, ne seraient pas les formidables entrepreneurs et managers qu'ils sont aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, moi je suis là, c'est aussi parce que j'ai été un investissement de certains, un bon investissement, j'ose espérer. Et finalement, cette notion de diversité dont on parle aujourd'hui, moi ce que j'ai envie de dire, j'ai entendu Jamal qui a dit c'est prouvé, la diversité est mère de richesse, mais pour que ça crée de la richesse, il faut pouvoir vraiment y investir, y mettre les moyens. Oui, ça. Ouais. Merci beaucoup Fabiola. Voilà, exactement, c'est dangereux les boucles d'oreilles. Et donc, moi aujourd'hui, il se trouve que quand je suis sortie de l'ESSEC, enfin je suis arrivée à l'ESSEC d'abord en me disant moi je vais devenir directrice d'un centre culturel à l'étranger. Voilà. Très vite je me suis dit ah non en fait je ne vais pas commander de l'argent, je veux donner de l'argent, donc je vais m'intéresser au mécénat culturel. Et après j'ai avancé, j'ai fait la chaire entrepreneuriat social à l'ESSEC, j'ai bien fréquenté le 6e étage aussi. Et je me suis dit, en fait, encore plus que le don, ce qui m'intéresse, c'est l'impact investing. C'est le fait que l'argent puisse être utilisé plusieurs fois pour la bonne cause, qu'elle puisse justement aider un premier entrepreneur qui a un fort impact. Et une fois qu'il a grandi, qu'il a démultiplié son impact, on récupère cet argent, on l'investit dans une autre structure. Et donc, en sortant de l'ESSEC, j'ai été dans une start-up qui s'appelle Lita.co, qui fait de l'investissement, c'est du crowdfunding, mais qui permet à tout à chacun d'investir dans des entreprises à fort impact. Et en 2017, je suis arrivée chez PIE, Paris Initiative Entreprise, et c'est la plus belle des entreprises et des associations du monde. Sinon, je n'aurais pas accepté de devenir la directrice de la structure en 2020, juste avant le Covid. Et dans cette association, la diversité, moi je l'éprouve un peu au quotidien. C'est une association qui a 2 piliers. Le premier, c'est qu'on veut financer justement l'économie de demain, des entreprises qui créent des emplois durables, qui ont un fort impact social ou territorial ou environnemental. Et l'autre pilier, c'est l'égalité d'accès à l'entrepreneuriat. C'est donner la chance à des gens qui ne sont pas que très blancs, très riches et très masculins d'entreprendre. Et voilà, ça c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, pour réussir à faire ça,
encore une fois, il faut y mettre les moyens parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et quand, avec Fabiola, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait dire de la diversité, moi, il y a 3 choses qui me sont venues. La première, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'il faut y mettre des moyens dans la promotion de la diversité, de l'égalité des chances. Il faut y mettre des moyens pour tout d'abord combler les inégalités. Nous, quand on vient nous voir, moi, quand j'étais à l'époque conseillère en financement, analyste, c'était souvent des profils d'entrepreneurs qui me disaient moi, j'aimerais bien lancer mon entreprise, mais la banque me dit voilà, il vous manque 10 000 euros, 30 000 euros d'apport. Allez voir PIE. Si PIE dit oui, PIE, c'est par initiative entreprise, la formidable asso, la plus belle de la Terre. Si PE dit oui, c'est oui. Sinon, vous comprenez, c'est pas moi, hein, je vous aime bien, mais c'est l'algorithme. Puis là, vous rentrez pas dans les cases. Et donc, avec 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, en se portant caution, parce qu'on se porte aussi caution, on est garant, on garantit les prêts bancaires professionnels, et on fait rentrer les gens dans les cases. C'est voilà, les gouttes d'eau qui font que on remet à niveau et on comble les inégalités. Donc, mais ça, c'est des moyens, c'est des deniers publics, mais pas que. C'est aussi des entreprises qui contribuent, qui nous donnent. On fait partie de la politique RSE de certains. Et donc, c'était le premier point. Autre chose, pourquoi il faut des moyens? Il faut des moyens pour faire bouger les curseurs. Pourquoi bouger les curseurs? Souvent, vous connaissez tous l'adage, hein, on dit « quand on veut, on peut ». Et moi, je suis persuadée du contraire. C'est quand on peut qu'on veut. Je m'explique. Si vous voulez faire l'ESSEC, si vous voulez créer votre entreprise, encore faut-il savoir que c'est possible, que c'est fait pour vous. Et ça, en fait, c'est pas évident d'avoir cette information au bon moment, savoir que la prépa, ça existe. Peut-être que vous tous, vous le saviez. Il y a plein de gens, en fait, qui savent pas que la prépa, ça existe, que c'est la voie royale pour aller dans telle ou telle structure. Il y a des écoles qui s'autocensurent, qui disent « Ah, je suis en province, je ne vais même pas en parler à mes étudiants ». Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Le nombre de gens qui s'imaginent, ou bien dans les métiers, on le sait bien, qui vont s'imaginer dans un métier hyper discriminant, qui vont se dire « Non, ça, je ne peux pas y rêver parce que ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas tout simplement parce que je ne sais pas que c'est possible. » Et ça, je regarde mes petites notes. Ouais, encore une fois, voilà, pour donner l'information, dire que c'est possible, il faut des moyens. Et moi, très concrètement, quand je suis devenue directrice de l'association, un des premiers constats que j'ai fait, c'est qu'on est très mauvais en com. La preuve, personne ne connaissait par initiative entreprise ici, si sauf les entrepreneurs qui sont déjà venus nous demander des sous parmi vous, mais parce que quelqu'un leur en avait parlé. Et voilà, très clairement, on était des faiseurs, des faiseux, pas des communicants. Et une des premières choses que j'ai fait, c'est dire non, si on veut pouvoir aider ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui du coup ne nous connaissent pas, n'ont pas l'information, ceux qui sont les plus éloignés de l'entrepreneuriat, il faut du temps et de l'argent pour investir l'espace médiatique, pour avoir plus de rôles modèles féminins, issus de la diversité, des quartiers prioritaires. Et donner cette voie-là, prendre cette voie-là, ça a un coût. Désolée pour le micro qui grésille, je ne sais pas si c'est des boucles d'oreilles, moi, mais je vais essayer de ne pas trop bouger. Et donc je vous ai dit, il faut des moyens pour combler les inégalités, pour bouger les curseurs, faire que ce qui était impossible devienne possible, devienne désirable. Et la troisième chose, c'est qu'il faut des moyens tout simplement pour qu'on ne soit pas contre-productif. Moi, dans mon travail au quotidien, j'ai eu plusieurs fois à être la première à dire à un entrepreneur qui venait des quartiers, qui était issu de la diversité pour X raisons, qui avait été accompagné justement parce qu'il cochait les cases à Pôle emploi. Alors, dit « Ah, vous êtes ci, ça, alors vous avez le droit à ça gratuitement, vous pouvez faire ça gratuitement, vous avez tel accompagnement, telle formation, tel atelier. » Et en fait, on leur dit « Super, vous êtes au chômage, devenez entrepreneur, regardez le parcours gratuit qui s'ouvre devant vous. » Et après, ils arrivent chez moi, et moi, je suis financeuse. Et du coup, j'étais la première à leur dire « Ah non, mais alors là, par contre, ça tient absolument pas la route. Vous avez fait 2-3 heures de ci, 2-3 heures de ça.
Mais là, votre projet, on ne peut pas le financer. On vous a vendu voilà, des rêves, etc. Alors je suis la première à être persuadée qu'il faut des espaces de non-mixité. Il faut pouvoir s'adresser à un public particulier, discriminé, pour le faire monter en compétences, pour changer les choses, pour qu'ensuite, dans l'espace commun, on ne se sente pas en retrait, qu'on puisse s'exprimer. Mais il faut y mettre suffisamment les moyens pour que ce ne soit pas contre-productif. Là, je vous ai donné un exemple de choses que j'ai dû dire, de ce à quoi j'ai été confrontée. Et alors la solution, c'est quoi ? Soit on se donne encore plus les moyens pour que ces parcours d'accompagnement, on puisse y mettre plus de temps, qu'il y ait une vraie montée en compétences et qu'on comble encore plus les inégalités de départ. Soit il faut se donner les moyens pour transformer ses rêves et faire en sorte que cette envie entrepreneuriale se transforme en envie de devenir d'abord salarié dans tel secteur, gagner en légitimité et ensuite entreprendre. Mais on ne peut pas être dans une demi-mesure. Je ne sais pas du tout combien de temps j'ai pris, je pense que ça va à peu près. Ça va, j'ai 1 minute, il me reste 1 minute. Donc en conclusion, c'est parfait. En conclusion, l'argent c'est le nerf de la guerre. Là, je ne vous ai rien appris. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que souvent la défense de la diversité, l'égalité des chances, Antoine l'a dit, c'est une une valeur qu'on promeut, qu'on met un peu à toutes les sauces. Mais cette valeur-là, elle a surtout la valeur des moyens qu'on veut bien lui consacrer. Donc si vous vous dites oui, c'est ma valeur personnelle ou la valeur de mon entreprise, moi je vous demande une valeur de combien ? Voilà, merci. Merci Fanny pour ce témoignage très très fort. Ce soir, on va faire un petit récap. Ce soir, on a parlé d'intersectionnalité avec Jamal, ensuite on a parlé de légitimité avec Antoine, on a parlé de financement à impact avec Fanny. Et qu'en est-il des personnes en situation de handicap ? Je suis très contente de pouvoir recevoir justement Olivier Arnaud Blanchard, qui est le cofondateur de l'Inclusion. Merci Fabiola, bonsoir. Moi je suis Olivier Arnaud Blanchard, donc effectivement directeur général et cofondateur d'une jeune entreprise sociale qui s'appelle l'Inclusion. Je suis également un fervent fan du 6e étage, une grande école pourquoi pas moi, Entropia ESSEC, La Chaire, etc., etc. Si vous ne connaissez... Comment ? Et de Chantal évidemment, mais ça, qui ne le serait pas. L'histoire de handicap, d'inclusion et d'économie sociale que je vais vous raconter, elle a débuté sur les bancs de l'ESSEC il y a 14 ans. Elle s'est maternée de rêves, elle a supporté les soirées studieuses et les comparaisons salariales défavorables. Elle est arrivée jusqu'au président Macron et nous l'entretenons mieux que jamais aujourd'hui avec des équipes de plus de 40 personnes. Donc c'est une histoire que j'ai écrite pour cette soirée, enfin ou que j'ai plutôt retranscrite pour cette soirée, mais c'est surtout la merveilleuse Pauline, la femme dont je suis le mari, qui l'a construite. Elle n'a pas pu se libérer ce soir et donc je vais essayer d'être son porte-parole, au moins en partie. Donc c'est l'histoire, voire l'odyssée, d'un des trésors les mieux cachés de l'économie française, les travailleurs indépendants handicapés. Donc concrètement, on parle de freelance et d'entrepreneurs extraordinaires, aux projets extraordinaires, au parcours de vie vraiment extraordinaire et à l'énergie tout aussi extraordinaire. Ils sont 75 000 en France et jusqu'à un certain jour de 2008, personne n'avait décidé de les représenter. Sauf une jeune étudiante audacieuse et bohème, révoltée par les injustices que son frère et bien d'autres personnes en situation de handicap subissent au quotidien. Donc ce jour de 2008, dans un cours de business plan à Cergy, le professeur explique que pour comprendre le business plan, il faut faire un business plan. Et donc il demande aux élèves de proposer des idées avant de se constituer en groupe, etc. Vous connaissez le procédé. Lorsque Pauline propose l'idée de créer une association d'accompagnement et de représentation des entrepreneurs handicapés, le professeur sursaute et ses camarades hésitent entre incrédulité et intrigue. Le professeur demande « Je suppose qu'il n'existe pas encore de concurrents sur ce segment ?» Pauline répond « Non, aucun. »
Le professeur opine. C'est donc une excellente idée, et une idée utile qui plus est. À peine lancé, le projet arrive aux oreilles d'un certain Didier Roche, aveugle et cofondateur des Restaurants dans le Noir, que vous connaissez peut-être. Pauline, Didier et quelques autres fondent alors ce qui deviendra l'association de référence des travailleurs indépendants handicapés, l'UPTI, qui s'appelle aujourd'hui HUP Entrepreneur et qui compte presque 15 salariés. Et toi, Olivier, dans tout ça, me demanderez-vous peut-être? Eh bien, figurez-vous qu'une fois l'association créée, Pauline a cherché un premier bénévole pour accompagner un premier entrepreneur, une première entrepreneur. Et à défaut d'être le meilleur candidat, je suis celle qu'elle a sous la main. Et donc, je me lance dans l'accompagnement d'une entrepreneur aveugle, une certaine Nassira, formidable, vous vous en doutez. Et là, je découvre un monde qui m'est inconnu, parsemé de galères, de rêves, d'embûches, de poésie aussi. Je suis conquis, je suis embarqué et je ne vais pas m'arrêter là. Je devance maintenant votre deuxième question. Que vient faire Emmanuel Macron dans l'histoire? Eh bien, en tant que ministre de l'économie, en fait, il fait voter une loi qui va un peu changer la vie de plusieurs milliers de travailleurs indépendants handicapés. Convaincu par le plaidoyer de l'association HUP, de l'avocat Pierre-Olivier Villain, et donc grâce à cette loi, les travailleurs indépendants handicapés font bénéficier aujourd'hui à leurs clients d'une incitation financière sous forme d'une baisse de leur contribution à handicap, un peu comme d'autres structures du champ du handicap que vous connaissez peut-être, comme les entreprises adaptées ou les ESAT. Pour les curieux d'entre vous, vous trouverez d'ailleurs encore une trace de ce brillant plaidoyer dans les archives du journal Le Monde avec une tribune en date du 21 novembre 2014, date importante pour nous. Et donc la loi passe avec un décret le 28 janvier 2016, et progressivement les entreprises commencent à chercher des travailleurs indépendants handicapés pour faire baisser leur contribution handicap, et notre petit écosystème se met en tête de créer une plateforme de mise en relation entre travailleurs indépendants handicapés et entreprises. Et cette plateforme, elle s'appelle aujourd'hui l'inclusion, et je l'ai reprise mi-2019 sans aucun salarié, mais rapidement avec l'accompagnement brillant d'Entropia et Sec. Depuis, on s'est un petit peu développé en complémentarité de nos confrères de chez HUP Entrepreneur. On a monté une équipe de plus de 25 personnes et on développe des services pour les travailleurs indépendants handicapés, pour les entreprises, à bon entendeur, avec une focalisation sur 3 activités, la mise en relation, la formation et l'accompagnement. Et donc aujourd'hui, on a une communauté qui est composée de centaines de professionnels dans tous les territoires, tous les secteurs, avec toutes sortes de situations de handicap. Et donc, ils ont évidemment aussi beaucoup de talent, beaucoup de succès, pas mal de galères, des parcours inspirants. Et nous, on a toujours le besoin de trouver des partenaires économiques qui s'intéressent surtout aux compétences de nos entrepreneurs, tout en étant quand même évidemment attentifs à leurs besoins spécifiques ou contraintes quand ils en ont. Alors j'aurais envie de vous donner des exemples en vous parlant de Sandrine, Ismaël, Baptiste, Élise ou d'autres, mais ils sont franchement trop nombreux. Et les interviews que vous pourrez trouver sur la chaîne YouTube de HUP Entrepreneur vous les présentera bien mieux que moi. Juste avant de conclure cette histoire, je voulais vous dire quand même que, évidemment, le plus intéressant reste à venir. Et figurez-vous que c'est à vous et à nous tous de l'écrire, évidemment. Le taux de chômage des personnes handicapées est le double de la moyenne nationale. La moitié d'entre nous a été ou sera en situation de handicap dans sa vie. Et donc la question qu'on va vous inviter à vous poser, c'est qu'est-ce que moi je peux faire demain ou lundi matin au bureau pour apporter une petite pierre à l'édifice de l'inclusion des travailleurs handicapés. Donc j'ai été tenté de vous faire un exposé détaillé des méthodes que nous déployons chez l'inclusion, mais je vais faire plus simple. Je vais vous partager 4 convictions. La première, elle n'est pas très concrète, mais c'est sans doute la plus importante, et c'est que, en fait, on ne sait presque rien sur le handicap, parce qu'il existe autant de situations de handicap que de personnes, et parce que 80% des handicaps sont invisibles. Ils sont autour de nous ou en nous, mais en fait, on ne les voit pas. Et maintenant, 3 conseils un peu plus concrets pour agir. Si vous ne savez pas où commencer pour être plus inclusif à titre personnel ou professionnel, premièrement, commencez par une petite action concrète qui donne envie de recommencer. Deuxièmement, embarquez 1 ou 2 collègues ou amis motivés. Et troisièmement, faites connaître vos initiatives auprès de personnes influentes parce qu'elles auront des clés que vous n'aurez pas. Si ces conseils ne marchent pas, n'hésitez pas à nous contacter. Si ça marche, contactez-nous aussi parce qu'on est vraiment friands de belles histoires. Et voilà, donc là, on m'avait donné 10 minutes pour cette histoire. Je pense qu'il m'en reste au moins 2, j'espère.
Et donc, je vais vous demander de consacrer 30 secondes à vos voisins de droite, de gauche, ou même à vous-même, pour vous habituer à l'idée que la moitié d'entre nous sera directement concernée par le handicap dans notre vie. Et après, je vous livrerai ma conclusion. Allez-y, vous avez même le droit de rire, et on lance un mini chrono de 20 secondes. Alors, désolé, on a une petite contrainte de temps. C'était bien ou pas? Ouais? Ok. Bon, donc pour finir, je vais vous livrer une dernière réflexion liée à mon quotidien. Donc, juste quand on pense à notre handicap ou à celui d'un voisin ou d'un ami, c'est important de ne pas se focaliser sur le handicap, mais de se poser plutôt deux questions. La question de quoi est-ce que cette personne a besoin maintenant, et ensuite la question de, en fait, comment est-ce qu'on parle de nos projets et de nos rêves, plus que de handicap. Donc voilà, c'est banal, mais c'est extrêmement important. Ça fait écho à la devise presque provocatrice de l'association H-Up Entrepreneur dont je vous ai parlé. Et cette devise, c'est « handicapé sûrement, entrepreneur avant tout ». Voilà, c'est tout. Merci. Merci pour ton intervention, Olivier, et merci pour cette expérience. Nous allons continuer la soirée, nous allons arriver à la troisième partie de la soirée, mais avant, est-ce que vous passez une bonne soirée? Est-ce que vous êtes content d'être là? Oui. Très bien, nous sommes ravis de vous avoir avec nous. On va continuer à la soirée avec Elisabeth Moreno, qui est ancienne ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes. On va aussi avoir avec nous Clara Chapaz, qui est actuellement directrice de la French Tech, toutes deux engagées en faveur de la diversité et de l'inclusion. Merci toutes les deux de nous rejoindre. Juste petite précision, c'est pénible ce truc, je vais les enlever. Voilà. Merci. On fait un travail d'équipe, voilà. Juste avant, je trouvais qu'il était extrêmement important de rappeler, ça me paraît extrêmement important de rappeler que la diversité était le poumon économique des entreprises de demain. Il y a aussi un point, c'est qu'on va se tutoyer ce soir, en tout cas avec tous les premiers intervenants, on l'a fait. On va continuer aujourd'hui avec Clara et Elisabeth. Et juste avant, il nous paraissait aussi important de rappeler que quand on parle de... C'est un constat, et quand on parle de diversité et d'inclusion, on a souvent l'impression qu'on parle de philanthropie. Et je pense qu'il est important de rappeler ce soir, et que si vous avez justement tous fait le déplacement, vous avez pris votre jeudi soir, c'est bien pour rappeler qu'en fait, qu'on est en train de parler de sujets, de vrais sujets qui deviendront qui sont d'ailleurs, pas qui deviendront, qui sont des leviers de performance pour nos entreprises. Donc, il est important de prendre ces sujets-là avec sérieux et de vraiment se poser la question de comment ces sujets-là peuvent amener un vrai plus dans nos entreprises. Merci toutes les deux d'être avec nous ce soir. Première question. Je vais regarder Elisabeth Moreno et je vais te demander, toi qui as été justement ministre de l'égalité homme-femme, est-ce que tu peux nous raconter, je pense qu'ici tout le monde se pose la question, comment ça s'est passé? C'est vrai, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Fabiola, tu fais ça magistralement. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est une question qui m'est très souvent posée, parce que pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, moi j'ai passé 98% de ma vie dans le monde de l'entreprise. J'ai commencé par créer ma propre petite entreprise à l'âge de 20 ans. Et puis après, j'ai fait tous les grands groupes européens, américains et chinois technologiques. J'ai travaillé pour Dell, pour Lenovo, pour HP. Et j'étais à Johannesburg, en Afrique du Sud, un vendredi soir.
Et je suis avec ma famille, on est en plein confinement, et je reçois un appel de Matignon. Et on me dit, le Premier ministre voudrait vous parler. Et là, je fais, allô Premier ministre. Et en fait, on m'a proposé de rejoindre le gouvernement, et j'ai vraiment cru que c'était une erreur au début, parce que je n'avais jamais fait de politique, ni de près ni de loin. Et je leur ai dit, mais vous êtes certains que moi, je suis Elisabeth Moreno, je suis vice-présidente d'HP Afrique. Est-ce que c'est vraiment à moi que vous voulez parler? Et ils m'ont dit, oui, on connaît votre vie professionnelle, mais on connaît aussi votre vie associative, et on sait que vous êtes engagé dans la vie associative pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour la diversité depuis 30 ans maintenant. Donc vous connaissez le monde de l'entreprise, vous connaissez le monde associatif, et on vous demande de servir votre pays. Et évidemment, c'est des choses qu'on ne refuse pas. Et je suis donc arrivée au gouvernement de Jean Castex en juillet 2020, et pendant 2 années, j'ai porté les politiques d'égalité des chances, d'égalité entre les femmes et les hommes, et de diversité. Et je dois vous avouer que je n'avais absolument pas réalisé, parce que moi, je cumule tout ce que mes camarades ici ont évoqué tout à l'heure. J'ai un handicap à l'œil droit, je suis femme, je suis noire, parfois je suis lesbienne. Non, je rigole. Mais vraiment, je suis transclasse. Enfin, je cumule toutes les diversités possibles et imaginables qu'on peut porter dans une vie. Et donc, je n'avais pas conscience de faire de la politique, mais il y a 1001 manières de faire de la politique. Et ce que mes camarades vous ont présenté tout à l'heure, c'est de la politique. Et on n'a pas besoin d'être dans un gouvernement ou dans un parti pour faire de la politique. Et je peux vous assurer qu'on est combien là ce soir? On est combien? À peu près 300. Waouh! Eh bien, si 1 sur 2 d'entre vous décidiez que vous mèneriez une toute petite action de diversité, et une toute petite action, c'est par exemple décider de mentorer un jeune en situation de handicap. C'est simplement voir une personne dont vous soupçonnez l'homosexualité et lui dire, tu sais, tu n'en as jamais parlé dans la boîte, mais je veux juste te dire que moi, je suis tout à fait OK si tu veux qu'on en discute. Vous avez ces petits gestes du quotidien qui peuvent faire la différence dans une vie. Chacun de vous, dans cette pièce, avait la possibilité de le faire. C'est à vous de décider si vous en avez envie ou pas. Merci beaucoup, Elisabeth. Je n'avais pas prévu cette question-là, mais je trouve que c'est intéressant de la poser. Si le même coup de fil apparaît aujourd'hui, est-ce que tu dirais oui quand tu as vu les choses de l'autre côté? Ok, j'ai fait toute ma carrière dans des mondes extrêmement masculins, le bâtiment et la tech. J'ai vécu la compétition des hommes testostéronés qui voulaient montrer combien ils sont forts, intelligents, etc. J'ai vu tout ça. Je crois qu'en 2 ans, dans le monde politique, je crois que j'ai vu tout le meilleur et tout le pire de l'être humain. Mais vraiment. Parce que quand vous êtes ministre, vous êtes dans les plus hautes sphères de l'État, dans les plus grandes responsabilités politiques. Il y a une violence dans le monde politique que je laisse aux politiques. Clara, merci à toi d'être avec nous ce soir. Ça fait bientôt 1 an que tu es à la tête de la French Tech. Quel est ton premier bilan? Bientôt, tu vas souffler ta première bougie. Je vais répondre à ta question, mais avant, je vais quand même rebondir sur l'anecdote du téléphone, parce que donc, la French Tech, c'est l'administration de Bercy en charge des startups. Et donc moi aussi, j'ai eu le droit à un coup de fil, ou plutôt un appel manqué pendant ce processus. Je travaillais dans des startups pendant 10 ans, et puis j'ai eu envie de passer du côté du public pour faire avancer l'écosystème et pas seulement le succès d'une seule boîte. J'en avais marre de regarder les ventes d'une boîte et de me dire tous les jours j'ai vendu plus de sacs à main, ou j'ai vendu plus de ci ou plus de ça. Great, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus grand? Et c'est pour ça que je me suis tournée vers le public. Et donc j'ai eu aussi ce coup de fil et je suis ravie de voir que même quand on est Elisabeth Moreno, on a ce petit syndrome de l'imposteur en se disant est-ce que c'est vraiment moi qu'on veut joindre? Parce que je rappelle le numéro en absence et là j'entends une petite musique que je ne vais pas vous chanter. Secrétariat de l'Élysée, bonjour. Bah, j'ai raccroché.
Bon, j'ai rappelé, hein, sinon je ne serais pas là. mais comme quoi, même en étant que femme, j'ai aussi beaucoup de biais. Et je crois qu'on va en parler ce soir. Super. Tu ne nous as pas dit ton premier bilan. Justement. Donc, premier bilan, je vais du coup rebondir là-dessus. On a un écosystème French Tech qui est incroyable. J'ai passé près de 10 ans à l'étranger et à chaque fois que je rencontrais un Français entrepreneur, il me disait ce que je fais aujourd'hui en Thaïlande, aux États-Unis, à Londres et ailleurs, j'aurais jamais pu le faire en France. La France c'est comme ci, la France c'est comme ça. On peut pas entreprendre, on peut pas. C'est pas vrai. On a un des écosystèmes start-up les plus dynamiques. On a des records sur l'emploi, 1 million de personnes qui travaillent dans les start-up en France. C'est énorme. Les valorisations, même si c'est seulement une manière de voir la valeur de l'entreprise, mais quand même, ça montre qu'il y a des entreprises qui ont des moyens et qui sont de plus en plus reconnues. Mais, parce qu'il y a un mais, on est dans un écosystème qui est extrêmement peu divers. On a à peu près plus de 80% des fonds de start-up qui vont vers les hommes. Plus de la moitié des start-up sont faites en dehors de l'Île-de-France, mais 80% des fonds vont à Paris. 80% encore, hein, c'est un chiffre que j'aime bien, des fondateurs d'entreprises viennent des grandes écoles. Donc on est très loin d'un monde ouvert et on parlait de performance. C'est tout à fait ça le problème, parce qu'aujourd'hui, on parle aux entrepreneurs. 98% des entrepreneurs disent mon sujet numéro 1, c'est l'emploi, c'est les talents. Je ne sais pas où trouver les talents. En fait, on va peut-être ouvrir un petit peu plus la perspective. Et si on arrête de regarder les hommes de grande école, tous du même âge, en bonne santé, on va en trouver un certain nombre de talents. Et ça, c'est une des grandes challenges de notre écosystème. Et c'est ce sur quoi, entre autres, je me bats au quotidien. Merci beaucoup Clara justement pour cette photographie de l'écosystème. Et cette question justement s'adresse à toutes les deux, après avoir qui veut répondre la première. C'est que, et même en discutant, en préparant l'échange avec Elisabeth, elle disait, mais en fait la France est le pays où il y a plus de critères justement contre les discriminations. Toi tu décris justement, aujourd'hui c'est un écosystème qui est clairement, qui performe et qui n'a absolument rien à envier, que ce soit à Londres ou aux États-Unis. Je trouve qu'en France on a souvent tendance à regarder un peu du côté des US et regarder un peu du côté des UK en se disant waouh, tout est génial. Enfin, j'ai été cette personne-là d'ailleurs et aujourd'hui j'en reviens. Mais aujourd'hui, justement, on sait que justement on a les outils, on a les talents, on a les lois qui existent déjà, mais le constat est le même, c'est que en tout cas les choses avancent encore lentement. Selon vous, qu'est-ce qui fait que c'est aussi lent en fait? Parce qu'on fait tous le même constat finalement. Je pense qu'on a la chance de vivre... Moi, j'ai travaillé et vécu sur 4 des 5 continents. Je peux vous assurer qu'on a les plus belles valeurs républicaines que je n'ai jamais vues. Liberté, égalité, fraternité, ce sont des mots extrêmement puissants. Extrêmement puissants. La difficulté, c'est que ces mots, aujourd'hui, sont totalement désincarnés. Je pense que jamais on a eu des périodes où les inégalités ont autant explosé, pas seulement en France, hein, dans le monde entier, quand on sait qu'à peine 1% de la planète détient 90% des richesses, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Dans notre pays, on est extrêmement attaché aux valeurs universalistes. Et on part du principe que parce qu'on est tellement attaché à l'égalité, qui est au cœur de nos valeurs républicaines, il n'y a plus de sujet, il ne faut pas en parler. Et il y a énormément de sujets, et je pense que ça a très bien été évoqué tout à l'heure, il y a des sujets dont on ne veut pas parler parce qu'on est extrêmement mal à l'aise, et on se cache derrière nos valeurs universalistes et nos principes républicains pour se dire tout le monde est égal. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois que c'est Coluche qui disait... Tout le monde est égal, mais si tu nais petit, gros, noir, ça sera plus difficile pour toi. Eh bien oui. C'est vrai que l'égalité, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles à atteindre parce que chacun de nous sommes singuliers. On est tous esséciens dans cette pièce et pour autant, on a tous des histoires très différentes, très particulières, selon que l'on vienne d'Asie, selon que l'on vienne des États-Unis, selon qu'on vienne d'un autre pays d'Europe, hein, on n'est pas égal dans l'accès aux chances, dans l'accès aux possibilités, dans la compréhension du monde dans lequel on vit
Et donc, certains partent de plus loin que l'autre. Et l'égalité des chances, c'est probablement... Moi, j'ai porté cette politique. On est à 7% de taux de chômage dans notre pays aujourd'hui. Il y a des décennies qu'il n'a pas été aussi bas. Mais vous allez dans certains territoires, vous allez à Sarcelles, vous allez au Mureau, vous allez à Saint-Denis, on est à 25, voire 40%. Aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite récemment qui montre qu'un enfant dans une famille favorisée a 650 mots de plus dans son vocabulaire qu'un enfant qui grandit dans une famille défavorisée. 650 mots. Vous imaginez si vous aviez aujourd'hui, à côté de vous, si vous aviez 650 mots de moins que la personne qui est juste à côté de vous. Votre compréhension du monde, votre capacité à vous exprimer, votre capacité à comprendre est forcément différente. À Saint-Denis, il y a beaucoup plus de profs absents qu'il n'y en a... Pardon, on ne va pas stigmatiser les Versaillais, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas de bibliothèque. Je passais mes récréations à la bibliothèque parce que j'adorais lire. Mais mes parents ne savaient lire ni l'un ni l'autre. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient une bibliothèque? Eh bien, forcément, parler d'égalité des chances dans un contexte où vous savez que vous partez de tellement plus loin, c'est difficile. Et le talent, la motivation, l'ambition n'ont ni genre, ni couleur de peau, ni sexualité, rien de tout ça. Mais évidemment, selon l'environnement dans lequel vous naissez, c'est beaucoup plus difficile. Et ce qui est extrêmement dangereux et risqué dans notre pays, c'est que l'ascenseur social est complètement cassé, que le parcours que moi j'ai eu, il est extrêmement difficile pour un enfant de ma condition sociale de l'avoir aujourd'hui, parce que c'est quand même assez improbable de venir d'un pays d'Afrique et de devenir vice-présidente d'un grand groupe, d'une multinationale sur un continent et de devenir ministre dans ce pays, mais c'est aussi ça qu'il offre. Mais je ne suis pas certaine que moi, petite, en 2022, j'aurai ces mêmes chances de réussir. Donc il est absolument essentiel de rétablir l'ascenseur social, parce que pour ceux d'entre vous qui êtes dans cette pièce, vous rêvez tous d'une seule chose, c'est que vos enfants réussissent mieux que vous n'avez réussi. Et si vous êtes un enfant d'ouvrier qui habitait dans la campagne, même si nos campagnes sont belles, et que vous n'avez pas accès aux classes prépa, vos parents ne peuvent pas vous envoyer à Paris parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un studio. Mais qu'est-ce qui se passe? On a une société qui est fracturée. On a une société où on se dit, en fait, il y en a qui réussissent, et puis il y en a, quoi qu'ils fassent, quand on veut, on ne peut pas toujours. Ce n'est pas vrai. Et je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure. Parfois, on peut désespérément vouloir, mais le système ne nous aide pas. Donc, s'il y a une urgence, et c'est ce que ce gouvernement a essayé de faire, mais dans un contexte extrêmement difficile, c'est donner à ceux qui partent de plus loin la possibilité, quand ils le souhaitent, de pouvoir réussir. C'est capital pour notre cohésion nationale et pour notre capacité à grandir ensemble. Très bien, merci. Clara? Même question. Je crois que c'était Antoine tout à l'heure qui parlait d'ADN et de légitimité. Et pour moi, en tout cas dans l'écosystème de la French Tech, c'est vraiment ce que je vois. Le plus gros risque, c'est cette histoire d'ADN. On est des startups, on est jeunes, on a tous moins de 35 ans, on connaît ces sujets. J'ai d'ailleurs entendu parler de gender fatigue. Alors ça, il va falloir qu'on en parle, parce que tant qu'il n'y aura pas autant de femmes que d'hommes à des postes de direction, j'espère qu'on entendra beaucoup de gender et qu'on ne sera pas fatigué, sinon on n'arrivera pas à avancer. Mais donc c'est ça pour moi, le premier constat, c'est ce problème on le connaît et nous on l'a pas. Et puis là on dit aux entrepreneurs, ah bon, mais donc raconte-moi un peu ton comité de direction, il ressemble à quoi les gens? Ah j'ai un CFO, puis j'ai un tel aussi, oui, ah non j'ai une DRH. Ouais. Puis j'ai aussi une directrice de la communication, de temps en temps, ça c'est 1 sur 2. Et donc on dit oui, donc finalement tout ça n'est pas très divers. Et puis ils ont quoi comme parcours? Ils ont fait HEC, Polytechnique, oui.
Et donc, en fait, on engage la conversation. Et puis là, les entrepreneurs se disent « Ah ouais, quand je commence à compter, à regarder, finalement, moi aussi, j'ai ce problème. Même moi, 35 ans, super éduqué sur ces questions, vraiment ambitieux, finalement, j'ai ce problème. » Et donc, c'est en étant proactif vis-à-vis de ce problème qu'on va pouvoir changer les choses. Et c'est là où je rejoins l'histoire de légitimité. Donc ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut dire aux entrepreneurs, on a tous ce problème, tout le monde a ce problème, c'est pas une fatalité, travaillons ensemble, il y a des choses très concrètes qu'on peut faire pour changer les choses. Et donc, un des premiers sujets sur lesquels j'ai travaillé à la mission French Tech, c'est celui de la parité. Et donc, j'ai invité les CEO à travailler à des ateliers sur la parité. Première réponse des CEO, c'est ah ouais, c'est super, on va travailler sur la parité, t'as raison, on vient d'en parler, j'ai le problème, mais tu veux certainement que je t'envoie une femme pour les ateliers. Alors, je vais dire légitimité, c'est la façon jolie de le voir. Je sais, il y a une façon qui est un peu moins jolie, mais non, en fait, on ne veut pas que ce soit une femme qui prenne les enjeux de parité, on ne veut pas forcément que ce soit une personne handicapée qui prenne les enjeux du handicap, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, sinon, on reste à l'échelle des minorités, vu que toutes ces personnes sont en situation de minorité et on ne change pas. Et donc, j'invite toutes les personnes dans cette salle qui ne sont pas forcément en position de minorité, mais qui sont souvent en position de responsabilité, à se dire que oui, on a tous le problème, et 2, on peut tous faire quelque chose. Je voudrais juste ajouter que parler de diversité, et particulièrement lorsqu'il s'agit des femmes, je rappelle juste que les femmes, c'est 52% de la population mondiale, vous êtes, chacune et chacun ici, vous êtes en position de leadership. Moi, je crois dans 2 éléments essentiels pour faire bouger les lignes. C'est à la fois l'éducation. Si on apprend aux petites filles, dès le plus jeune âge, qu'elles sont fortes, qu'elles sont intelligentes, qu'elles sont capables de faire le métier qu'elles souhaitent et que le monde leur tend les bras, elles s'en porteront beaucoup mieux et elles auront beaucoup moins le syndrome de l'imposteur qui poursuit toutes les femmes du monde. Il est soit petit comme ça, soit immense comme ça, mais toutes les femmes, et les hommes aussi. Il faut arrêter de croire que les hommes sont des superman qui... Non, c'est pas vrai. On est des êtres humains avec nos doutes, nos inquiétudes, nos préoccupations. Mais vous, à la place qui est la vôtre, vous avez la chance, moi j'appelle ça une chance, vous avez la chance d'avoir des responsabilités. Et quand on a des responsabilités, on a la possibilité de faire bouger les lignes. Accepter une femme dans votre entreprise, c'est pas lui faire l'aumône. Non mais vraiment, je suis fatiguée de ça. Moi, je ne suis pas fatiguée du gender balance parce qu'on est encore tellement loin du résultat. Mais c'est juste de dire que, sincèrement, je suis triste de voir la manière dont les questions de parité sont traitées par certains politiques aujourd'hui. Le jour où on en arrivera à parler de barbecue et de virilité, on aura réglé 1 milliard de problèmes. Les femmes sont pauvres. 85% des femmes qui sont plus pauvres que les hommes, en tout cas. 85% des familles monoparentales sont portées par des femmes. 700 000 de ces familles vivent sous le seuil de pauvreté. Et pourtant, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Et donc, ce manque de confiance en elles, non seulement tue leurs rêves, mais c'est en train de tuer notre pays parce qu'on arrive à un moment où il n'y a pas un seul chef d'entreprise que j'ai rencontré ces 2 dernières années qui ne m'a pas parlé de ces problèmes de recrutement. Et alors je lui dis, mais essaye quelque chose que tu n'as pas essayé jusque-là. Parce que, tu sais, Einstein disait, il n'y a que les fous qui perpétuent les choses de la même manière en espérant des résultats différents. Et en vérité, on a un pool de talents extraordinaire dans les femmes. Il y a des personnes issues de la diversité, parce que n'oubliez pas, la diversité, parce que ce n'est pas les Noirs et les Arabes et les personnes en situation de handicap. La diversité, c'est chacune et chacun d'entre nous dans notre singularité. Mais il y a des diversités qui sont plus acceptées et plus tolérées que d'autres. Quand vous êtes italien, vous êtes plus acceptable en termes de minorité que quand vous êtes arabe ou noir. C'est un fait. Tant qu'on ne mettra pas les mots sur les situations, on n'y arrivera pas.
je crois que c'est Camus, je ne sais plus, j'espère que je ne me trompe pas, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. C'est Camus qui disait ça? Eh bien, tant qu'on ne nommera pas les choses, on n'arrivera pas à les résoudre. Vous savez pourquoi? C'est comme si vous avez une cible que vous voulez tirer, enfin, c'est comme si vous avez un arc et des flèches et que vous voulez tirer dans la cible, mais que vous ne la voyez pas ou que vous ne l'identifiez pas. Tant qu'on ne nommera pas les choses, tant que les entreprises ne reconnaîtront pas que la raison pour laquelle elles ne trouvent plus de talent, c'est parce qu'elles vont systématiquement recruter au même endroit les mêmes personnes, des mêmes écoles, eh bien, on n'y arrivera pas et ça met notre économie en danger. Point. Donc, si on ne le fait pas par éthique et par morale, faisons-le pour des raisons économiques. Et franchement, je m'en fiche de la raison pour laquelle on le fait du moment qu'on le fait. On va s'autoriser 2 dernières questions et j'espère que Véry nous autorisera ces 2 dernières questions. En préparant l'échange, on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on enfonce des portes ouvertes? Tout le monde parle des quotas, on ne peut pas parler de diversité et jamais parler des quotas. Et à un moment, on s'est dit, ouais, mais en fait, ok, mais en fait, le sujet, il revient, est-ce qu'on glisse dans ce truc-là ou est-ce qu'on n'en parle pas? Sauf que, par exemple, si on prend les exemples pour les femmes aujourd'hui, si on regarde les comités de direction, qu'on regarde les boards, on sait que les quotas, la discrimination positive a permis d'avoir des résultats. Est-ce que pour toutes les diversités, justement, comme on a nommé qu'il y avait différentes diversités, est-ce que ça peut s'appliquer à d'autres types de diversités et ça permettrait peut-être d'accélérer? Je voudrais juste vous dire qu'il y a 10 ans, il y a une loi qui a été votée qui s'appelle la loi Copé-Zimmermann et qui nous a permis, c'est une loi pour augmenter le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration. Il y a 10 ans, on était à 9% et on est passé à 45%. Et aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui voudrait revenir en arrière. Parce que les hommes reconnaissent que le fait que les conseils d'administration soient mixtes amène beaucoup plus de performance et d'efficacité et d'inventivité et de créativité, enfin tout ce que les Big Four disent depuis 15 ans sur la richesse de la diversité. On a mis en place, Marie-Pierre Rixin qui n'est pas avec nous ce soir, on a mis en place des quotas parce que malheureusement, il n'y a pas eu de ruissellement entre le conseil d'administration et les COMEX. Et entre les conseils d'administration et les COMEX des entreprises, ce phénomène ne s'est pas fait naturellement. Donc on a fait voter une loi l'année dernière pour que d'ici 2030, on arrive aussi à 40% de femmes dans les plus grandes entreprises de notre pays. Pardon ? Pour les entreprises de plus de 1000 personnes. Et déjà, même pour ces entreprises-là, ça a été excessivement difficile. Mais on l'a fait et il fallait bien commencer voilà, il fallait prendre un nombre d'entreprises et on a choisi celle-là parce qu'on s'est dit qu'elles avaient plus de moyens pour le mettre en œuvre que des PME, PMI. Eh bien, je peux vous dire qu'on a mené des batailles insensées avec des organisations patronales dont je tairai le nom, qui vous disent « on n'y arrivera pas, il n'y a pas assez de talent, il n'y a pas assez de pools, il n'y a pas assez de pipeline, il n'y a pas de flux bref, toutes les excuses possibles et imaginables. Les quotas sont nécessaires si on veut faire accélérer le processus. Personne n'aime être recruté parce qu'il ou elle est un quota. On veut être recruté pour nos compétences, pour nos capacités, pour nos expertises. Et Christine Lagarde disait, quand on veut faire, on trouve les moyens, quand on ne veut pas, on trouve des excuses. Eh bien, c'est vrai. Et avec les quotas, on force le processus et j'espère qu'on n'aura plus besoin de loi. Mais pour l'instant, Vincenzo le rappelait tout à l'heure, la première loi pour l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a été votée en 1972. Plus de 50 ans après, on a entre 16 et 23% d'écart salarial entre les femmes et les hommes à job et responsabilité égale. Si on ne met pas les lois en place, ça ne marche pas. Et les lois ne sont pas suffisantes, mais elles sont nécessaires et indispensables. Merci. Je peux que être d'accord avec les quotas et la puissance des quotas. Pour la petite anecdote, pendant que vous travailliez à faire passer cette loi, j'ai reçu quelques appels des CEO de grosses boîtes de la French Tech
qui me disaient des choses du genre si cette loi passe, je délocalise. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le mettre en place, je délocalise. Donc non, on ne délocalise pas, on travaille en amont. Et c'est ça aussi qu'on a essayé de faire avec les entrepreneurs et le Pacte Parité, de se dire peut-être qu'aujourd'hui on n'a pas tous 1000 employés en France, mais ce n'est pas une raison pour ne pas commencer à travailler sur ce sujet, ce n'est pas une raison pour ne pas accélérer, parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'aumône, c'est pas on va mettre des femmes là parce que ça sera plus joli sur la photo. Non, je pense que quand on parle aux entreprises qui aujourd'hui ont cette parité ou quasi-parité au conseil d'administration, tout le monde est unanime pour dire à quel point ça fait avancer les choses. Donc, je suis certaine que dans les COMEX, ça sera la même chose. Et ravie de voir comment les choses évoluent. Très bien, merci. Une dernière question avant d'aller rejoindre le cocktail, la partie intéressante aussi de la soirée. Est-ce que toutes les deux, je pense qu'on a envie, on s'est dit que justement on se tutoyait et qu'on a rappelé plusieurs fois qu'on était une grande famille ce soir, donc c'est le moment aussi d'avoir des échanges, de dire des choses que vous n'auriez peut-être pas encore dit ailleurs. Est-ce que toutes les deux, vous avez déjà subi une discrimination et que vous pouvez la partager avec nous ce soir? Clara? J'ai commencé parce que justement on est sur cette histoire de quota. Donc j'ai pris ce poste à la French Tech il y a 1 an. Passage de l'univers startup que je connais par cœur à l'État, que je ne connais pas. Donc c'est un peu stressant, on n'est pas forcément très à l'aise, en tout cas au début. Et lors de ma toute première interview télé, donc j'arrive, voilà, je me suis préparée à expliquer pourquoi je suis là, ce que j'ai envie de faire avec ce poste, etc. Et une des toutes premières questions de la journaliste, c'est « de toute façon, Clara, vous êtes là parce que vous êtes une femme ». Donc là, on a plusieurs façons de réagir. La première, c'est de se dire « mais qu'est-ce que je fais là ?» et de partir. La deuxième, c'est de se dire « en fait, peut-être, et si c'est le cas, tant mieux ». Tant mieux parce que, on en parlait des quotas, on parlait des rôles modèles. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule femme de se dire « oui, on peut avoir un tel poste en étant une femme, mais j'ai gagné ». Et si chacune d'entre nous dans cette salle, on peut montrer que oui, on peut avoir des responsabilités, on peut prendre des décisions, on peut changer de carrière, on peut faire un bébé quand on prend son poste, parce que j'ai aussi décidé, enfin plus ou moins décidé du timing, de faire un bébé au moment où j'ai pris mon poste, et que ça marche, et que ça peut inspirer d'autres femmes, les jeunes filles dont on parlait tout à l'heure, on a gagné. Laquelle choisir? Laquelle choisir? Non, d'abord, avant de vous raconter la dernière discrimination, mais celle-là, elle est tellement puissante, il faut que je vous la raconte. Je voudrais juste dire, parce que c'est important, je voudrais vous dire que je suis intimement convaincue que les entreprises qui réussiront le mieux demain sont les entreprises les plus citoyennes. Ça fait des années qu'on parle de politique RSE. On a tout misé sur la partie E de RSE. On a laissé de côté la partie sociale et aujourd'hui, cette partie sociale est en train de nous exploser à la figure. Et pour tout, je vous assure, les politiques de diversité et d'inclusion, ça ne concerne pas que l'État ou les politiques publiques. La politique est en train de s'inviter de plus en plus dans l'entreprise et plus vous serez pionnier, plus vous attirerez des talents. Pour l'anecdote, moi j'ai choisi, au moment où je voulais faire mon MBA, j'ai choisi l'ESSEC parce que l'ESSEC avait la meilleure politique de diversité et d'inclusion que je n'avais pas vue ni à l'INSEAD, ni chez HEC, etc. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les entreprises qui ont les politiques de diversité et d'inclusion les plus powerful sont celles qui attireront le plus de talents parce que les gens ont envie qu'on les considère comme des êtres humains et pas que comme des chiffres sur un registre de paye. Quels sont ceux d'entre vous qui connaissaient Mae Jemison? Non? Ok. Mae Jemison, oui, toi, c'est normal. Mae Jemison est la première femme afro-américaine à être allée dans l'espace, dans Endeavour. C'est une femme extraordinaire. Elle est rentrée, je crois, au MIT à 16 ans. Elle est rentrée à la NASA. Une femme dingue. Un cerveau sur pattes. Et il y a quelques jours, Mae est venue à Paris et elle a demandé à me rencontrer. Et vous connaissez les Américains et leur goût pour
les quartiers qu'on voit à la télé. You know, Elizabeth, I want to go to that place. I've seen it. So beautiful. C'est mon invité, donc je lui dis, mais bien sûr, Maë, nous allons aller dans ce magnifique endroit que tu veux découvrir. Et c'est un endroit très important dans notre pays parce qu'il est dans le quartier germano-pratin et tous les grands philosophes, les grands écrivains sont passés là à un moment ou un autre de leur vie. Et quand on est bourgeois et qu'on aime écrire, c'est très bien de se retrouver là. Bref, nous décidons de nous retrouver là et Maë vient accompagnée de son assistante qui est métisse. Il y avait une astrophysicienne française, il y avait une chercheuse en aérodynamique spatiale et il y avait moi. Nous sommes 5 femmes, noires, métisses, mexicaines, et on nous donne une table de 4 parce que le restaurant a été bondé. Et moi j'arrive, elles étaient déjà installées, et je m'assois et elles me disent, on est embêtés parce que le monsieur, donc elles étaient toutes les 4, et il y avait une table juste à côté d'un monsieur seul qui semblait travailler. Et elles me disent, on est embêtés parce que le monsieur à côté, il n'est pas content, il n'arrête pas de lever les yeux au ciel et de souffler. Et je leur dis, bah, écoutez, c'est pas grave, dans ce cas-là, on va demander à bouger. Et j'appelle le serveur et je lui dis, écoutez, manifestement, ce monsieur est gêné, est-ce que vous pourriez nous trouver une autre place? Et le serveur nous répond, écoutez, le restaurant est blindé. Et c'est vrai, il faisait beau, ça riait, ça papotait, c'était plein et c'était super. Et donc, on continue de discuter, on n'est pas servi, hein, on n'a pas encore été servi, donc ça vous donne une idée, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est là. Et il y a un manager qui arrive et qui nous dit, on va vous mettre à l'étage. Et l'assistante de Maë dit, pourquoi vous nous mettez à l'étage? Et il dit, parce que vous dérangez le monsieur qui est assis à côté. Et là, la Mexicaine, moi je suis tellement estomaquée, j'ai tellement honte que je dis rien. La Mexicaine qui est à côté dit, mais nous on est 5, lui il est tout seul, pourquoi c'est nous qui devons bouger? Et là le manager monte d'un ton et il dit, parce que lui c'est un habitué et je vous demande de bien vouloir m'accompagner à l'étage. J'étais tellement choquée qu'il m'a fallu 1 minute pour réagir. Et je lui dis, mais enfin monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous faites? J'imagine que même si ce monsieur est un habitué, il ne paye pas son café plus cher que nous. Nous sommes 5, nous ne dérangeons personne, nous ne faisons pas du tam-tam et du tambour. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous trouver une autre table au rez-de-chaussée, mais vous n'allez pas nous mettre à l'étage? Et il y a un serveur qui passe et qui dit, et en plus, vous ne pouvez pas aller à l'étage parce qu'il y a un séminaire. Et là, le manager, j'ai un mépris pour ce type, le manager dit, écoutez, il vient tous les jours travailler ici et on ne va pas perdre un bon client. Je dis à mes comparses, levons-nous et partons, parce que je ne veux pas faire de scandale. Maë était rouge de colère. Elle me dit, je vais faire un tweet. Je lui dis, Maë, c'est... Please, Maë, you know, you're not in America here. You know, let's take time to think about it and we will see what we do. Et elle était scandalisée. On se lève et on part. Je crois que je n'ai jamais eu aussi honte. Parce que c'est pas moi qui... J'ai eu honte de la manière dont ce monsieur a traité des invités, pas n'importe lesquels, et dans un endroit où jamais j'aurais pensé que ce genre de choses arriverait. By the way, c'est aussi un endroit qui n'accepte pas les femmes en tant que serveuses. Eh bien, je peux vous dire que quand vous avez été ministre en charge de l'égalité,
Je suis partie, je marchais pas droit en fait. Tellement j'ai été choquée et blessée. Alors vous voyez, on a beau être en 2022, on peut être ministre et astronaute et être allé dans l'espace, on n'est pas à l'abri des discriminations. Un grand merci toutes les deux pour ces témoignages extrêmement intéressants, enrichissants et inspirants. Merci de nous avoir rejoints pour cette grande soirée de clôture de l'ESSEC Alumni Day. Juste avant, je vais laisser la parole, je vais laisser le mot de fin à Olivier Contet, qui est président d'ESSEC Alumni. Merci Fabiola. Bon, c'est un exercice compliqué de faire une conclusion après une journée entière, mais alors en plus après Clara et Elisabeth, alors là c'est encore plus difficile. Je voulais juste vous dire que cette idée de cette journée autour des alumni, je crois qu'elle avait dû germer dès mai 2019, il me semble. Donc on l'attendait, on en rêvait. Et on pensait que c'était un moment vraiment important pour essayer de montrer la diversité, le dynamisme de tout ce qui se passe entre les ESSEC et l'école. Rétréci sur une journée, on s'est dit que ça aurait plus d'impact. Et en fait, c'est arrivé 3 ans plus tard. Et je pense que c'est un bon exemple aussi de la diversité. Je pense que c'est arrivé aussi parce qu'on a pu aussi faire venir dans l'équipe de Stéphanie, dans l'association, au conseil d'administration, dans les différents clubs, plus de diversité, plus d'envie, plus de cœur. Et aujourd'hui, cette accumulation fait qu'on a réussi à réaliser ce qui était un rêve il y a 3 ans. C'était aussi, je pense, une journée extrêmement concrète et entraînante. C'est ce qu'on voulait, c'est qu'on donne envie d'y aller. Je pense qu'on a été sensibilisé à des choses, on a pris conscience. Moi, c'est vrai que chaque fois que j'ai pu participer comme mentor avec Eva Boost à suivre un certain nombre de parcours féminins, j'étais halluciné de ce que vous évoquez. Ça m'a fait beaucoup plus avancer que finalement ce que je ne voyais pas, d'avoir des femmes qui me le racontent. Effectivement, dans les startups, où tu te dis, il y a une misogynie, enfin, c'est pas possible. C'est des jeunes de 30 ans, tu te dis, c'est terminé, ça, c'est ce problème-là, c'est nous. C'est les vieilles générations, c'est pas les jeunes. Ah ben si. Donc en prendre conscience, je pense que c'est un élément vraiment essentiel. Je pense qu'on a appris des choses aussi, et je voudrais insister sur ce qu'on fait à l'association avec le Lifelong Learning. On a la chance extraordinaire d'avoir à l'ESSEC, depuis 20 ans, avec Chantal, avec tout le centre, un savoir-faire incommensurable et avec des outils concrets à mettre en œuvre demain matin. On en a parlé, on a des sites sur lesquels on peut aller voir. On a aussi la fraise de la diversité, c'est facile, plein d'entreprises le font. On va continuer à le diffuser. Donc voilà, donc c'était concret, entraînant. Maintenant, on va pouvoir passer à l'action. Je voulais remercier tous nos intervenants ce soir, tous ceux qui ont aussi animé les groupes online, puisque ça a commencé ce matin à 6h du matin. Il y en a qui vont être contents de dormir ce soir. De remercier aussi les 600 bénévoles volontaires. Il y a 600 diplômés qui, tous les jours, toutes les semaines, font des choses, animent et qui rendent ce genre de manifestations et de dynamisme possible. Remercier l'école. Et puis, je voudrais aussi remercier toute la communauté parce que je pense qu'il y a une chose qu'on ne fait pas assez. C'est un peu de bomber le torse. Ça ne fait pas partie de notre culture. On n'aime pas dire qu'on est les premiers. Et en fait, je pense que ce n'est pas le sujet. Le sujet, moi j'aimerais bien qu'on soit d'abord fiers de nos valeurs et qu'on soit fiers de nos réalisations. Et je voudrais juste que vous applaudissiez, qu'on applaudisse tout ce que vous avez montré, tout ce qu'on n'a pas montré mais qui est dans la communauté. Et honnêtement, moi je suis super fier de nos valeurs et de ce qu'on réalise tous ensemble. Je voudrais qu'on s'applaudisse pour tout ça.
Je pense que tout ça, ça vient de loin. Ça vient d'un ADN d'une école qui a quand même été créée par un institut catholique, où quelque part la façon de faire les choses avait autant d'importance que les chiffres de commerce ou le top line ou le bottom line. Il y a une ADN, et cette ADN, elle a continué. On la retrouve aussi sur égalité, fraternité, liberté. Je pense qu'on a essayé d'encapsuler tout ça dans un manifeste il y a un an, qui est sur le site de l'association, qui est sur le rapport annuel. Et grosso, ce manifeste, il dit qu'on a une conviction, qui je pense sera partagée par tous, qui est qu'il faut être libre et responsable pour agir positivement sur le monde. C'est grosso modo notre vision, et quelque part, on s'attelle à remplir cette mission à l'association. Ce n'est pas juste de networker, de se rencontrer, de s'échanger des cartes de visite. Je pense que ça, c'est terminé, c'est le monde ancien. C'est qu'il faut qu'on ait de l'impact. Et dans être libre et responsable, je pense qu'on est tous très responsables, formés. Je pense qu'il y a un mot qui colle bien à l'ESSEC, qui est d'être libre. Et ce qu'on a rajouté sur le manifeste, c'est de dire il faut être libre pour s'affranchir. S'affranchir des habitudes, des biais que vous évoquiez, des éléments culturels. Il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on soit libre parce qu'il faut aussi sortir du cadre. Et on ne peut pas sortir du cadre avec des personnalités qui sont dans la norme. On a besoin de gens hors normes qui brisent les codes. Donc je vous rejoins complètement sur le fait que la richesse des entreprises de demain, la durabilité et cette capacité aussi à être hors cadre. Le monde change, se bouleverse. Si on est dans le cadre, on est mort. Et puis ensuite, être pionnier, ça correspond un peu à ce que j'évoquais, c'est aussi de se libérer, ça c'est moi qui le rajoute, c'est être pionnier aujourd'hui, c'est de se libérer de l'ancien monde pour construire le monde de demain. Les repères qu'on a d'hier, ce n'est pas les repères de demain. Donc il va falloir les inventer. Et moi, je pousse beaucoup pour que, et vous êtes nombreux ici, extrêmement jeunes, et on voit le témoignage de ce que vous faites, c'est la génération qui arrive qui va faire le monde de demain. Donc il faut qu'on vous donne l'envie, le pouvoir, la confiance aussi pour le réaliser, vous tous. Une fois qu'on a ces convictions, il faut qu'on soit à la hauteur. Et c'est vrai qu'on s'est donné les moyens et l'engagement d'être à la hauteur de ces convictions en ayant 2 missions et une responsabilité. 2 missions qui est d'abord d'aider les alumni individuellement à déployer leur potentiel. C'est un suivi individuel. 5600 alumni ont eu l'occasion de participer, d'être coachés, d'être accompagnés. Et je pense que c'est important quand on parle de parcours singulier, qu'on encourage aussi tous ceux qui ont un parcours singulier, qui se posent des questions. On a beaucoup de femmes, on a plein de parcours différents, qui ont envie d'exister, qu'on les accompagne. La deuxième mission, c'est d'agir ensemble grâce à la puissance de notre collectif. Et je vous encourage, pour le cocktail, on va y arriver, je vous encourage à monter, à rejoindre tous les clubs. Collectivement, on a de l'impact, on a des responsabilités. Mais si en plus, on met ensemble toutes nos forces, on va faire des choses plus importantes. Et puis la dernière chose, qui est notre responsabilité, c'est de cultiver la solidarité. Et cultiver la solidarité, c'est aussi l'argent. Je vais prendre quand même 1 minute de plus. Non pas pour collecter de l'argent, mais vous dire que cultiver de l'argent, c'est la mission de la Fondation ESSEC. Depuis sa création, plus de 17 millions ont été donnés par 2700 donateurs. On va renouveler l'opération cette année de matching donor. Pendant 1 semaine, d'habitude, tous les petits dons comptent. Mais pendant 1 semaine, les petits dons et les grands dons vont compter 3 fois plus, puisque nous allons tripler tous les dons que vous allez faire pendant 1 semaine, fin novembre, à l'occasion des Giving Tuesday. Donc soyons directs, faisons tout ce qu'on fait aujourd'hui, mais aussi donnons. C'est dans 1 mois, c'est pour les bourses sociales. Voilà, je compte sur vous et merci. Un grand
grand merci à vous, chacun, d'avoir été là. Je ferai une conclusion très très courte parce qu'on a tous envie d'aller au cocktail. Par contre, je vous invite chacun, avant de vous quitter, de prendre le temps d'échanger, de vous poser une dernière question. J'ai juste envie de vous laisser avec une question qui va vous accompagner un peu sur le trajet du retour. Demain, quand j'arrive au bureau, qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas besoin de tout changer. On demande à personne d'aller voir son patron pour lui dire « Ouais, en fait, il y a un problème ici, c'est pas le sujet. » Mais comment je peux déjà apporter une première action? Et je pense que, en tout cas, c'est le mot de la fin que j'avais envie de partager avec vous.